Bonsoir, merci d'être présent ce soir. J'ai le grand plaisir d'accueillir un ami de longue date, Christian Huguelot, qui est en France. Alors ici, évidemment, c'est un peu moins le cas, mais en France, on pourrait dire une idée d'avocat de l'environnement, hein, puisque c'est toi qui, pendant, on peut presque dire, je suis désolé, avec des décennies, a conduit les grands dossiers, et tu vas nous en parler ce soir. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que lorsque Christian Huguelot a commencé sa carrière, on ne parlait pas d'environnement. Donc tu étais un avocat je ne sais pas comment tu as vécu ça au départ, mais tu as fini par devenir un avocat d'environnement. Alors il a aussi notamment défendu des dossiers helvétiques, notamment au sujet de Crémalville, avec Philippe Roch, qui est là. Je ne me trompe pas, Philippe, à l'époque tu devais être directeur du WWF, c'est ça? Voilà. Et vous aviez regroupé 60 communes, ouais, qui était très impressionnant pour le Conseil d'État français. J'expliquerai comment ça s'est fait tout à l'heure. Et encore maintenant, tu défends à nouveau les intérêts de la Suisse, notamment par rapport à la centrale de Fessenheim. Donc encore une fois, grand merci à toi d'être venu ce soir et merci à vous tous d'être ici. Très bien. Donc ça fonctionne maintenant? Pardon? Ah oh, excusez-moi. Oui, non, je suis désolé, je vais te passer le micro. Oui, c'est très donc, mal. Juste avant Christian, je passe la parole un moment à Anne-Christine, donc professeure de droit à l'environnement, qui va présenter les activités un petit peu de la faculté. Voilà. Interdisciplinarité, nos deux facultés, géosciences et droit. Désolé. Effectivement, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec un très grand plaisir que la faculté de droit est associée ce soir à la faculté de géosciences pour l'organisation de la conférence présentée par maître Christian Huguelot, docteur en droit, avocat à la Cour de Paris. Cette excellente initiative est due à mes collègues Alain Papot, professeur à la faculté de droit, Dominique Bourg, professeur à la faculté de géosciences, tous deux philosophes et spécialistes des questions environnementales. Alors, je les en remercie tout particulièrement. Et pour faire suite au fond à l'introduction de M. Bourg, j'ai lu dans certaines coupures de presse, M. Huguelot, que vous évoquez 30 ans de combat pour faire reconnaître la valeur de la nature dans le cadre des dommages qui lui sont portés. S'il a été si difficile de faire entendre de telles revendications devant les tribunaux, cela pourrait signifier que les institutions académiques qui ont pour mission de former les agents des questions environnementales, notamment du droit, le législateur, les juges, ont beaucoup de retard. Peu d'universités ont reconnu une place au droit de l'environnement ou aux questions environnementales plus généralement, et lorsqu'elles l'ont fait, ce n'est que récemment. Néanmoins, rendons honneur à l'Université de Lausanne, qui a su, il y a 10 ans, créer la faculté de géosciences, dont l'un des axes est celui des sciences de l'environnement. L'environnement est devenu une science. À notre connaissance, l'Université de Lausanne a fait œuvre de pionnier en Suisse en créant une voie autonome, intégrant une formation complète de base et de deuxième cycle sur les questions environnementales. Cette voie est si attractive que je connais des juristes qui l'empruntent comme deuxième formation, et ça, c'est un label. Mais l'Université de Lausanne a également donné les moyens à diverses facultés de développer des axes importants en matière d'environnement, notamment à la faculté de droit qui dispense de nombreux cours en relation avec le droit de l'environnement, aménagement du territoire, énergie, que ce soit sur le plan interne ou international. Logiquement, il en découle de nombreuses collaborations ou projets entre les facultés de géosciences et la faculté de droit, qui ont entamé l'ère de l'interdisciplinarité, plus encore celle de la transdisciplinarité, autant que faire se peut. Et le thème de la conférence de ce soir illustre parfaitement cette nécessité de collaboration entre les disciplines, puisque pour approcher la notion de préjudice écologique, il faut dépasser l'idée que les éléments de la nature touchés par une pollution ou une atteinte se renouvellent automatiquement,
comprendre les relations écosystémiques entre ces divers éléments, anticiper la portée d'atteinte locale à l'échelle mondiale, et enfin, au stade de la réparation, il faut dépasser les critères ou concepts traditionnels de la responsabilité civile et du droit de la propriété, et se poser la question de la valeur de la nature en termes de dommages, de légitimation des défenseurs des intérêts de cette nature lorsque des biens de la nature n'appartiennent à personne, et puis aussi la question de l'auteur de la réparation. Alors, ces multiples questions que le droit suisse est vraiment loin d'avoir résolues font que nous sommes tout particulièrement heureux d'entendre ce soir l'un des défenseurs des parties civiles du procès Erika, qui a permis de faire avancer la jurisprudence sur ces questions en France. Félicitations. Ah. Merci de ce quart d'heure de pub, ce qui est fort gentil. Donc, il sortira le 26 avril, et il y a effectivement le récit des grands procès dont je vais vous parler. Je voudrais essayer de vous démontrer quelque chose de simple, c'est que le droit de l'environnement est né effectivement d'une confrontation devant les juges sur des intérêts contraires, et que le système d'élaboration du droit par la jurisprudence est un système qui permet effectivement de faire entrer du droit nouveau dans le droit ancien, mais que je crois aussi que compte tenu de l'évolution actuelle du droit de l'environnement et de la question environnementale, le recours au juge restera toujours irremplaçable dans la progression du droit de l'environnement. Ce n'est pas parce que je suis avocat que je vous dis ça, je vous le démontrerai tout à l'heure. Parce qu'en fin de compte, faut être direct et simple, si j'ose ainsi m'exprimer sans être simpliste. Je n'ai jamais pensé, quand j'ai fait mes études de droit public, je suis ce qu'on appelle un publiciste, un spécialiste de droit public, j'ai travaillé au Conseil d'État, j'ai travaillé en faculté, j'ai enseigné, j'ai travaillé uniquement le droit administratif, et j'avoue franchement qu'au début, j'avais vraiment aucune idée de ce qu'était le droit de l'environnement. C'est, comme me le disait le doyen Vedel, qui est mon maître, et qui est malheureusement décédé il y a un certain temps, il dit en réalité, c'est le client qui spécialise l'avocat. C'est parce que j'ai eu des causes qui étaient relatives à l'environnement que j'ai été mis au défi de résoudre ces problèmes envers et contre tout, contre les lois existantes, effectivement, qu'on est obligé d'inventer. Donc c'est ça qu'il faut dire de façon simple. Alors premièrement, pourquoi c'était possible d'inventer? Parce que le droit public a beaucoup plus d'ouverture, le droit international public, le droit européen, a beaucoup plus d'ouverture que le droit privé. Ça donne des systèmes, ça permet de confronter des systèmes juridiques nationaux, internationaux, tandis dans le droit privé qui est très précieux, qui est très important sur la responsabilité des obligations, vous n'avez pas le même focus. Deuxièmement, de toute façon, j'ai jamais cessé d'enseigner. Ça, c'est pour moi, c'est cette belle formule qui dit enseigner pour apprendre. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et ça m'a toujours obligé de me mettre à niveau et de suivre les évolutions. Troisièmement, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup publié. Je dirige le jurisclasseur environnement en 5 volumes. Je crois qu'on arrive à 6. J'ai commenté le code d'environnement, etc. J'ai jamais cessé d'écrire. Je continuerai toujours à écrire. Parce qu'il y a un vase communicant extrêmement important entre la doctrine et la pratique. C'est extrêmement important. Les deux, vous devez vous tenir au courant. Et quand vous engagez un procès, vous avez une responsabilité absolument immense. Alors, c'est-à-dire de réussir. Un avocat sérieux n'engage pas un procès s'il n'est pas au moins 80% de chances de réussite. C'est clair. Ce n'est pas la peine de faire des aventures. Le droit n'est pas incantatoire. Le droit n'existe, comme disait le professeur Motulski, que s'il est effectif. C'est-à-dire si on arrive à un résultat. Donc pour arriver à un résultat contre les lois, et contre les lois existantes de l'époque, dans les années 70, contre la jurisprudence, contre tout ça, comment ça s'est fait? Alors je vous l'expliquerai un petit peu. Ça s'est fait grâce à des contacts entre des milieux très différents qui sont le milieu juridique, le milieu scientifique et le milieu économique. J'ai travaillé énormément avec des gens de la faculté des sciences, des scientifiques, le professeur Drache, par exemple, qui est un grand professeur d'océanologie. J'ai travaillé avec des économistes, avec l'OCDE, etc. J'ai essayé de travailler pour avoir, si vous voulez, différents éclairages.
Troisièmement, je le dirais de façon simple, ça fait très longtemps que je suis marié, associé avec Corinne Lepage, que vous connaissez beaucoup par les médias et autre chose. Il est certain qu'elle n'aurait jamais fait la carrière qu'elle a faite si je ne l'avais pas rencontrée, mais il est certain aussi que je n'aurais pas fait le travail que je devais faire si je ne l'avais pas rencontrée. On est extrêmement complémentaires l'un l'autre. On a fait tous les grands procès ensemble, sauf les premiers. Et en fait, je vous le dis ça parce que c'est de façon sympathique de le dire, c'est qu'en fait, elle est terriblement rationnelle et moi, je suis très, très gonflé, très intuitif. Alors, ça s'équilibre, vous comprenez ? Parce qu'il faut vraiment de l'audace dans ces procès pour y aller. Et ce n'est pas évident. Alors, ceci dit, comment dirais-je, comment vous présenter les choses en 3 parties ? Premièrement, je vous ai bien dit tout à l'heure, c'est des grands procès d'environnement, les grands procès transfrontières. Je ne vais pas parler des procès locaux, je vais parler des procès transfrontières internationaux, sont facteurs de progrès et sont des facteurs irremplaçables de progrès. Alors qu'est-ce que c'est que ces grands procès internationaux ? Il faut parler un peu de... Si je fais une affaire de troubles de voisinage, etc., c'est de l'environnement, mais ce n'est pas la grande dimension. Donnons des exemples pour être concrets, essayons de définir les grands procès de l'environnement. Je mettrai 3 critères, je vais vous détailler un peu. Première, d'abord, les grands procès, c'est qu'il faut une masse de requérants. Il faut une masse énorme de requérants. 60 communes pour la Suisse, contre EDF, l'État français. Ça fait de la masse, ça pèse. L'affaire de la Moco-Cadiz, c'est 92 communes, 2 départements, 4000 personnes contre la Standard Oil. Ça pèse aussi, ça pèse fort. L'affaire de la montée d'Issonne, qui est l'affaire de la pollution de la Méditerranée, la plus importante de toutes, parce que c'est celle... Vous n'étiez pas né la plupart du temps, ça s'est déroulé dans les années 72 jusqu'à 85. C'est une grave pollution de la Méditerranée par 3000 tonnes par jour d'acide sulfurique, je vous expliquerai plus en détail, et de métaux lourds au milieu de la Méditerranée, dans les lieux de pêche des marins-pêcheurs de Bastia. La Corse s'enflamme, la Corse fait des opérations île morte, le préfet est mis à mal, etc. Et il faut trouver une solution pour calmer les Corses qui n'ont pas d'industrie et qui comprennent très mal que les Italiens viennent déverser devant leurs portes. Procès très long, procès de 13 ans, mais avec la Corse, j'ai fait unifier Marseille, Nice, et on arrivait devant la montée d'Issonne, 434 milliards de liens. Moi, je disais, je représente plusieurs millions d'habitants. Alors, je pèse autant que vous. Donc, c'est important. La masse des grands procès est importante. Dans l'affaire Sandoz, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, on était dans le procès, mais l'affaire Sandoz, au passage, a été transigée de façon honteuse. Je vous le raconterai tout à l'heure, d'ailleurs. Normalement, il aurait dû y avoir un vrai procès pour Sandoz. Il aurait dû y avoir un vrai procès pour Tchernobyl qui a été commencé, mais pour des raisons que je vous expliquerai, le procès n'a pas eu lieu. Il devait y avoir un procès civil. Mais il a été transigé en partie par la Suisse et par l'Allemagne et par l'Italie aussi. Donc ça, c'est des grands procès internationaux. Alors, ceux-là n'ont pas pu naître. Mais la deuxième chose, c'est la durée des procès. Le procès de, je vous ai dit, montée d'Issonne, 13 ans, Amour-Cocadi, 78-92, ça fait 14 ans. L'Erika 99-2012, c'est des procès très très longs et très difficiles à organiser parce qu'il faut tenir la distance. Et quand vous avez un adversaire très riche, un adversaire qui a déclaré ses dettes à l'assurance, il a de quoi faire face puisqu'il paye moins d'impôts et qu'il a des provisions et que pratiquement il vous tient sur la longueur, sur la difficulté du procès. Donc la durée, c'est vraiment, pour tenir un procès dans une durée, il faut une forte organisation de la société civile. Il faut qu'il y ait une véritable volonté. Il faut que la plupart du temps, les collectivités publiques, pas l'État, parce que moi, les États, j'ai aucune confiance dans les États, tout s'est fait contre les États. C'est les collectivités territoriales, les départements, les communes, les associations qui représentent la société civile, la société qui subit le choc de l'environnement, qui réagit ou qui prend les devants, comme dans l'affaire de Crest-Malville. Troisième chose, c'est qu'il n'existe de grands procès d'environnement que s'il y a des questions majeures en cause, des questions juridiques majeures, très importantes. Quel est vraiment le droit applicable? Est-ce que la juridiction est compétente? Est-ce que le dommage écologique va être réparé? C'est des questions très compliquées et très complexes. Donc c'est ça que j'appelle les grands procès d'environnement. Alors, on peut en mettre dans plusieurs catégories. D'abord, il y a la première catégorie qui est la plus évidente et la plus simple, c'est les procès dits préventifs. Alors, je vous ai parlé, Crest-Malville, c'est un procès préventif par rapport au risque que représentait la centrale. Je répondrai peut-être à vos questions parce que ce n'est pas le plus spectaculaire.
Mais en fait, Cresmes-Malville, pour faire au plus simple, ne fonctionnait pas bien et s'est transformé non pas en réacteur de production d'électricité, mais en incinérateur de déchets. En fait, c'est ça. Le Conseil d'État n'a jamais admis cette transformation de cette installation qui s'est fait un peu contre les lois et règlements. Donc, ça, c'est un procès préventif. Le procès, pour donner un autre exemple de procès de préventif, oui, je réfléchissais, oui, à Cresmes-Malville et 60 km. Et il y a aussi, par exemple, dont je vous parlerai, qui est très intéressant, qui est le procès de la rocade de la Baule. La Baule, je ne sais pas si vous voyez où c'est, vous voyez à peu près où c'est près de Nantes, et la Baule a un grand marais salant. Le marais salant est une richesse écologique absolument extraordinaire. Il existe depuis le temps des Romains, et toute la production salicole s'est faite dans la région à partir de ce marais salant qui divisait en étiers, c'est-à-dire des petits carrés, c'est un système de copropriété très fragile, un milieu très fragile. Les écologistes ont démontré que le marais salant arrivait à alimenter à plus de 400 km des côtes, c'est-à-dire alimenter en productivité primaire biologique, c'est-à-dire la création de poissons et de nourriture suffisante pour le poisson. Vous savez comme moi que les milieux intermédiaires en matière écologique sont toujours les plus riches. Une lisière de forêt est plus riche que la forêt, etc., etc. Un estuaire est plus riche qu'une rivière, etc., etc. Eh bien, ce marais salant devait être coupé en deux par une route. Si on coupait en deux le marais salant, l'écologie était morte. L'arrivée d'eau ne se faisait plus, etc. Donc il y avait un problème de bilan coût-avantage entre une route pour faire circuler des véhicules et, comment dirais-je, et d'autre part, cette disparition des paludiers d'une profession qui, on appelle ça des paludiers, ceux qui cultivent le sel, disparition d'une profession et d'un milieu lui-même. Bon. Et s'est posé pour la première fois dans les années 70 la question de l'étude d'impact écologique. C'est comme ça qu'on l'a fait, c'est grâce aux scientifiques qui nous ont démontré de A jusqu'à Z que si on faisait ça, on avait un bilan coût-avantage qui était négatif au point de vue global, au point de vue des emplois créés, etc., pour un tourisme qui était saisonnier, etc. On peut discuter là-dessus. Je vous donnerai le détail des résultats du procès. Le tribunal a ordonné une expertise. Il y a le professeur de Malafosse, qui était spécialiste de droit privé, qui a noté tout ça. Et on a essayé de montrer, on n'a pas gagné. Mais j'ai perdu le procès au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État s'est trompé. Parce qu'il n'avait pas compris ce que c'était que les marais salants. Il m'a dit que l'atteinte aux cultures horticoles, il a confondu les marais salants de Guérande avec les marais salants, les jardins horticoles d'Amiens. Enfin, une erreur complète, une incompréhension totale du Conseil d'État qui dit après tout, c'est pas grave, c'est des jardins maraîchers. On l'a perdu, mais plusieurs années plus tard, mais sans que cette corrélation entre moi et Corinne Lepage, quand elle était ministre de l'Environnement, elle a classé le marais. Donc l'affaire, je l'avais perdu, elle l'a gagné, si j'ose dire. Enfin, voilà l'exemple de procès préventif. Il y a tout le procès préventif du Rhin, je représentais pendant des années les collectivités territoriales, la province du nord de la Hollande, la ville d'Amsterdam. Pourquoi ? Parce que ces collectivités publiques, les Hollandais n'ont pas de nappe phréatique. Leur alimentation en eau dépend totalement du Rhin. Comme les mines de potasse d'Alsace lâchaient dans le Rhin sans épurer leurs déchets, environ 800 mg litres de dion-chlore, les Hollandais étaient obligés de récupérer le Rhin à l'arrivée, le dériver en partie, de le recycler dans les dunes, etc., surcoût de production, usure des tuyaux, etc., etc. J'ai fait stopper les déversements, mais le Conseil d'État a fait des procédures nouvelles assez curieuses de régularisation après, mais j'ai fait stopper les déversements en faisant juger pour la première fois, en 1983, que lorsqu'un État devait donner une autorisation administrative qui avait des effets sur le territoire d'un autre État, eh bien, comment dirais-je, il ne pouvait pas prendre la décision sans avoir mesuré ses effets. Ça s'appelle l'étude d'impact international. C'est actuellement dans la convention d'Espoo, la directive européenne de 85. Tout ça se passe avant, directive de 85, qui est pour moi la suite logique des jugements rendus en France sur l'étude d'impact écologique en interne. Et en international, le procès du Rhin, 27 juillet 83. Donc voilà des procès préventifs. Mais là où ça s'est développé le plus facilement, c'est dans les accidents, dans les affaires de réparation. Pas seulement les procès de pollution endémique comme la montée d'Issonne, c'est-à-dire on prend la mer pour un égout, tout simplement, c'est pas compliqué, hein, ou soit une déchetterie en quelque sorte. Mais ces procès spectaculaires qui ont fait beaucoup avancer les choses, qui sont les procès des marées noires en Bretagne. Vous avez toute une série de marées noires en Bretagne, hélas, ils ont été peints en noir à plusieurs reprises, si j'ose dire,
Mais la première commence en 67. C'est un très vieux. C'est l'affaire du Torrey Canyon. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire du Torrey Canyon? Le pétrolier veut aller à son port d'attache, veut couper la route pour rentrer plus vite, et il se crache sur des rochers. Et la marée noire arrive sur le sud de l'Angleterre. Environ 60 000 tonnes est arrivé sur la Bretagne. Le problème, c'est que c'est la première fois que ça se produisait. Il y a une grande émotion, puisque c'était à l'époque du tourisme, à peu de choses près. Mais il y a un seul juriste qui est suisse, qui s'appelle Baneleger, qui a expliqué dans sa thèse sur les pollutions par les hydrocarbures, qui a expliqué ce qui s'est passé. C'est le seul qui raconte. C'est très amusant. Le gouvernement français et le gouvernement anglais ont décidé de faire un procès à New York à la Gulf Oil en particulier. Et ils ont commencé le procès, puis les Anglais ont eu assez de la procédure américaine. Ils ont saisi un bateau de la Gulf Oil. Et ils ont dit à la Gulf Oil, avec leur marine nationale, un coup de force, donc payez, et à ce moment-là, j'arrête la procédure. Il y a une transaction, mais les Bretons ont eu à l'époque 300 000 francs. Donc l'affaire du Torrey Canyon, ils s'en souviennent. Ça veut dire que l'État s'est approprié la réparation à peu de choses près. Quand survient l'affaire de la Moco-Cadiz en 1978, c'est 400 km de côte, c'est un pétrolier de 220 000 tonnes. Je vous raconterai peut-être les circonstances plus précises, les conditions dans lesquelles ce pétrolier a une panne de gouvernail. Enfin, c'est du jour au lendemain, c'est 400 km de côte polluée par 220 000 tonnes de pétrole. Et alors là, surtout qu'elle était précédée de petites marées noires qui étaient le Belen et l'Olympique Bravery. Belen, c'est l'île de Sein en novembre 1967. L'Olympique Bravery, c'est sur le nord de la Bretagne. C'est des petites pollutions à 5 000 ou 10 000 tonnes. Mais j'aime mieux vous dire que quand vous avez une pollution à 220 000 tonnes, c'est la révolution. Les gens étaient révoltés. Quand je me suis promené en Bretagne à cette époque, il y avait l'armée qui était là pour nettoyer, etc. Vous aviez l'impression d'un paysage de guerre. Donc les Bretons se sont dit, cette fois-ci, on s'est fait avoir, on n'a pas eu un rond. Cette fois-ci, on attaque et on fait le nécessaire. Et donc, par conséquent, voilà, le procès de la montée d'Hudson était important sur les questions de principe, dont je vais parler tout à l'heure. Le procès de la Moco-Cadiz, c'est la grosse bataille qui s'est passée aux États-Unis. Devant le tribunal de Chicago, on a fait condamner les multinationales, la multinationale Standard Oil, dans des procédures très très difficiles, et dans laquelle on a fait juger pour la première fois la responsabilité des maisons mères pour les filiales. C'est très important. Je vous expliquerai comment ça a été jugé et pourquoi ça a été jugé par le juge de Chicago. C'était un triomphe sur la question de la responsabilité ultime. Ça fait jurisprudence aux États-Unis. En Europe, on ne l'accepte pas beaucoup. Mais c'est un procès qui est très important, mais qui n'a pas vu se consacrer le dommage écologique. Par contre, dans l'affaire de l'Erika, 1999-2012, l'Erika transportait, non pas du pétrole, mais du fioul lourd numéro 2, qui est un résidu de la fabrication des usines de Total, de raffinerie Total de Dunkerque. 60 000 tonnes ont fait autant de dégâts de produits chimiques distillés, en fait, en réalité. Ce sont ce qu'on appelle des rejets de colonnes de distillation. Ça fait autant de dégâts. Et l'affaire de l'Erika, cette fois-ci, a été jugée en France par de la procédure pénale et a établi le dommage écologique. Il a fallu 30 ans pour faire reconnaître par une juridiction supérieure le dommage écologique. C'est ça l'affaire de l'Erika, pour aller très vite. Alors voilà, c'est ça les grands procès d'environnement. Parce qu'en fait, c'est ceux qui font bouger le droit. Alors comment, si vous voulez, c'est ça que je voudrais regarder avec vous, c'est comment ont été acquis ces résultats-là, dans quelles conditions, à peu de choses près, quelles sont les difficultés des différents procès et comment on les surmonte, quelles difficultés juridiques vaincre, parce qu'on a du droit contraire, en fait, en réalité, dans ces procès-là, ou alors on a une absence de droit. On fait quoi? Et après ça, quels résultats directs et indirects? Ce qui est très intéressant, c'est que quand je vous raconte l'affaire de la montée d'Hudson, ce n'est pas le plaisir d'avoir fait un procès en Italie pendant de 72 à 76, puis après ça un procès en France de 76 à 85, c'est pas ça le sujet. C'est dans l'affaire montée d'Hudson, on a fait arrêter la pollution. On a arrêté la pollution et on a été indemnisé du première évaluation du dommage écologique. Il y a eu puis atteinte, on a fait payer aussi les Italiens pour atteinte à l'image de marque de la pureté de la Corse, parce que la Corse est une belle île, et donc par conséquent il y avait un préjudice moral à la collectivité publique. C'était jugé, c'est assez amusant, parce que c'est un préjudice économique en réalité. C'est comme si on disait qu'une firme de pharmaceutique célèbre n'était qu'un brigand ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est atteinte à l'image de marque, à la réputation, ça se comprend très bien. Mais c'était jugé en matière d'environnement. Donc quels résultats directs et surtout quels résultats indirects?
Parce que je vous démontrerai tout à l'heure que le droit européen de l'environnement est né de l'affaire de la montée d'Issonne, que le droit maritime international a été complètement bousculé par l'affaire de la Montfaucadize, et que dans l'affaire de l'Erika, ça fait vraiment beaucoup de remue-ménage, notamment en France et en Europe actuellement, puisque la première fois, on a fait vraiment juger avec des méthodes très adéquates de dommages écologiques. Donc il y a des résultats concrets pour les clients, mais il y a des résultats sur la législation. C'est ça qui m'intéresse, et pour voir comment on peut faire bouger les choses. Alors, comment vous dirais-je ? Si on va dans le détail des différentes affaires, on peut prendre l'affaire de la montée d'Issonne, qui me paraît la plus importante. Donc 1972, qu'est-ce que c'est que cette bioxyde de titane ? C'est un pigment blanc. Bioxyde de titane, comme son nom l'indique, c'est 2 fois l'oxyde de titane. C'est un pigment blanc qui sert à être apposé sur les cuisinières, sur les frigos. C'est un revêtement qui est étanche, qui est brillant et qui est réclamé par la société de consommation. Comment il est fabriqué ? Il est fabriqué par ce qu'on appelle de l'ilménite norvégienne ou australienne, qu'on fait venir par bateau. C'est un minerai particulier. Il est attaqué par l'acide sulfurique ou du chlore. Il y a 2 procédés possibles. Mais seulement à chaque fois que vous faites une opération, vous avez des quantités de rejet absolument invraisemblables. C'est-à-dire 3000 tonnes par jour d'acide sulfurique, de fer, de chrome, de vanadium et de métaux lourds qui sont hautement toxiques pour la vie marine, bien entendu. D'autant plus que pour les spécialistes de la science, c'est que quand vous transformez le milieu marin en milieu acide, vous favorisez la catalysation des métaux lourds, ce qui est un véritable problème. On a démontré ça avec le professeur Drache, etc. C'est-à-dire, à la limite, le mercure, vous pouvez l'absorber, ce n'est pas dangereux, mais s'il est catalysé, c'est tout à fait différent et il se transmet dans le vivant. Donc le procédé aurait mérité une étude d'impact considérable, ça n'existait pas à l'époque. Qu'est-ce que fait la montée d'Issonne ? Crée son usine à Scardino et déverse par un pipeline. 8 jours après, le maire de Scardino était déjà debout, dégagez-moi ça. Et donc ils achètent des bateaux, ils vont déverser dans les eaux territoriales au nord de l'île de Capraia et l'île d'Elbe. Qu'est-ce que dit l'île d'Elbe ? Il dit, écoutez, vous êtes très gentil, passe ça chez moi. Donc par conséquent, ils prennent une carte, ils disent, au milieu de la Méditerranée, c'est bien. En fait, c'est à 60 km au nord du Cap Corse, et c'était le lieu préféré des marins-pêcheurs de Corse. Ça s'appelle le Haut-Fond des Veuves. Pourquoi le Haut-Fond des Veuves ? Parce que c'est un endroit poissonneux, particulier, mais comme il se lève une tempête une fois de temps en temps, on prend des risques, mais on prend du poisson, mais on peut prendre des risques. C'était traditionnellement, s'il y avait eu une étude d'impact international, c'était le dernier endroit où il fallait le déverser. Donc les marins-pêcheurs bloquent le port. Ils font des opérations avec différentes associations, ils bloquent la totalité de la vie économique de l'île, les bateaux n'accostent plus, etc. C'est rarement une population s'est sentie si proche de son environnement, si vous voulez, elle a défendu bec et ongle. Et d'ailleurs, au passage, réaction politique de cette affaire-là, il est assez clair que les mouvements nationalistes qui sont manifestés en Corse par la suite sont directement issus de la carence de l'État sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Environnement venait d'être créé, le malheureux Poujade n'y pouvait rien à proprement parler, mais les juristes du ministère de l'Environnement, du gouvernement français, regardaient, c'est bête, c'est dans la mer internationale, on ne peut rien faire. Et donc, oui, mais juridiction internationale, c'est la plupart des Italiens, ils disaient, attendez, les Français, vous faites 2 fois pareil, dans la baie de Seine, il y a Tané-Mulhouse, et puis vous avez Thioxide à Calais, etc., résolvez votre problème chez vous, etc. Palabres, mission, etc., jusqu'au jour où, avec mon ami professeur de droit, qui est malheureusement décédé, qui tenait la chronique de droit public, de droit italien à la revue de droit public, on a vu qu'il y avait une loi italienne très curieuse qui protégeait l'atteinte aux poissons, même s'il était pêché dans la mer internationale. On avait juridiction. Il y avait atteinte aux poissons, on avait juridiction, automatiquement. Et donc, seulement, vous n'étiez pas au bout de vos peines, parce qu'il fallait démontrer qu'il y avait vraiment l'atteinte matérielle aux poissons à proprement parler, que le bioxyde de titane, les résidus plutôt, étaient toxiques. La montée d'Issonne, vous aimez, la mer est vaste, il y a l'hélice qui tourne, ça disperse, etc. Bien. Donc on avait juridiction, on a fait ouvrir une juridiction à Livourne. Le prêteur Viglietta s'appelait, il y avait un prêteur à l'époque, c'était juge d'instruction et juge du siège, c'est particulier. On ouvre l'information, on lui apporte des preuves, et on lui montre, par ce qu'on appelle des biocénoses, par des prélèvements faits sur les baleines qui suivaient des hélices, qu'il y avait dans le foie, la rate et le rein, des micro-parcelles métalliques, qui étaient la trace
de l'intoxication de ces bêtes qui venaient s'échouer sur le littoral de la Corse. Donc par conséquent, on a la preuve. Le juge n'a pas eu peur, a décidé de séquestrer les navires. Ça fait un coup de tonnerre, séquestrer les navires, plus le droit de sortir. Ils n'ont eu le droit de sortir que quand ils ont changé de zone et quand les rejets ont été précipités avec du sulfate de calcium à très grande profondeur et pas du tout dans ces zones-là. Donc par conséquent, les rejets toxiques ont été arrêtés, purement et simplement. Il y a eu un procès à Livourne pendant 27 jours, où le président de la Montée d'Issonne, s'appelait Eugenio Cefis, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Petit détail, d'ailleurs, quand j'avais fini de plaider, je suis rentré à l'hôtel et le maître d'hôtel, enfin le gardien, dit hey, « L'avocato, c'est bien, très métier des prisons, mais 30 anni pour moi de prison. » Donc on avait l'opinion publique italienne avec nous, si j'ose dire. Donc c'est un procès qui était extrêmement difficile. Je ne pourrais pas entrer dans les détails, mais ce qui est très amusant, c'est qu'il y avait, dans cette procédure italienne, c'était le ministère public qui était tenu par des avocats. Et comme j'avais de la faiblesse dans mon équipe d'avocats, je me suis appuyé sur le ministère public avocat, qui était avocat comme moi. Je n'ai pas plaidé, bien entendu, mais j'ai réussi à faire passer tous les messages qu'on voulait faire passer au point de vue technique pour la condamnation. 8 jours après le jugement de Livourne, le Parlement se réunit, annule la loi et vote la loi Merli. Donc j'ai été battu, j'ai recommencé. En Corse, on avait un véritable problème parce qu'on était au civil et puis au pénal, cette fois-ci, on n'avait pas de texte particulier. Et j'étais à 2 doigts de perdre le procès parce que c'est des versements dans la mer internationale. Où est la juridiction française dans la mer internationale? Ça n'existe pas. Or, de façon extraordinaire, en même temps, je menais le procès du Rhin pour les Hollandais le 30 novembre 1976, soit 7 jours avant la décision sur la compétence du tribunal de Bastia. La Cour de justice de Luxembourg sort une décision absolument époustouflante, qui est, à mon avis, à la source du droit européen de l'environnement. Il vous dit que lorsque vous avez un dommage à l'environnement, vous pouvez faire le procès soit devant le tribunal de l'auteur du dommage, soit le tribunal du lieu où est subi le dommage. Donc vous avez une option. Et ça, c'était absolument génial. Et donc il suffisait que je démontre que j'ai des conséquences dans le ressort du tribunal de Bastia. D'ailleurs, dans le secret, j'ai appris que le tribunal voulait se déclarer incompétent et qu'au vu de ma date en délibéré et des documents que j'ai apportés, il a retenu sa compétence. Après ça, il y a eu une expertise qui était assez longue et compliquée. On a fait évaluer le dommage à l'image de marque et le dommage écologique pour la première fois. Mais j'avais 7 marins-pêcheurs seulement. Il y avait, la plupart du temps, je crois qu'il y avait des inscrits pour la forme et il y avait 7 qui sortaient, donc j'avais que 7 clients qui avaient un dommage. On avait 2 possibilités pour les faire indemniser. C'était pour le dommage écologique lui-même. La première idée, c'était de dire qu'à chaque fois qu'on captait des richesses biologiques à la mer, on captait des richesses pour empêcher la reproduction du poisson. D'accord ? C'est assez théorique. Mais par contre, par le système des biocénoses marines et des chaînes alimentaires, on démontrait que chaque jour, quand ils déversaient leurs 3000 tonnes, on perdait du phytoplancton qui servait à fabriquer du zooplancton, et on savait quelle quantité, grâce aux biologistes, il fallait pour compenser. Donc on l'a fait évaluer en argent, et il y a eu une indemnisation pour 7 marins-pêcheurs, mais de l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, de l'ordre de 300 000 francs, enfin, ce qui ne fait pas grand-chose. Mais le principe était acquis, c'est-à-dire la réparation sur des personnes qui ont l'exclusivité du droit de pêche et d'usage du domaine maritime, par la tradition, par les textes. Les marins-pêcheurs de Bastia avaient l'exclusivité du droit de pêche dans la mer internationale, et donc par conséquent, on indemnise le dommage écologique. Voilà, l'affaire de la Montée d'Issonne, c'est ça, et c'est sur laquelle il faut retenir, c'est la compétence internationale, ça c'est fondamental. Et pour une décision environnementale qui fait sentir ses effets sur le territoire d'un État, alors vous avez une stratégie qui est très difficile. Parce que le plus facile, quand vous êtes dans un État déterminé, de dire je vais assigner devant mes tribunaux, comme ça j'ai ma jurisprudence, j'ai mes preuves, j'ai mon système, j'ai mes avocats, je connais mes juges, etc. Mais ce n'est pas l'efficacité. Quand vous voulez chercher l'efficacité et que vous savez que vous avez une pollution transfrontière, il faut attaquer chez les autres. Parce que vous êtes sûr de l'exécution. C'est ça la grosse difficulté. Et c'est le problème qu'on avait dans l'affaire de la Mouko Cadiz. En particulier, c'était la question de juridiction. Pourquoi ? Parce qu'on a été obligé de casser le système international dans cette affaire-là. Pourquoi ? Parce qu'après l'affaire du Torrey Canyon 1967, les gouvernements se réunissent en disant c'est quand même un peu idiot à l'Organisation maritime internationale. On va quand même faire une convention sur la réparation des dommages par hydrocarbures. On va quand même faire quelque chose. Alors, on va inventer un système où on va dire que le tribunal compétent, c'est celui du lieu du dommage. On va dire que le responsable
c'est le propriétaire du navire. Et Ballensnäger explique très très bien dans sa thèse qu'il y a de grandes discussions à cette époque-là pour savoir qui était le propriétaire du navire. Parce que les gens qui étaient les plus avancés, les plus réalistes, disaient simplement la chose suivante: le propriétaire du navire, ça doit être l'opérateur économique qui est derrière. Et non, ils ont choisi un critère formel en disant c'est celui au nom duquel le navire est immatriculé. Donc à la limite, ma grand-mère pouvait faire immatriculer un navire et elle est insolvable automatiquement. Donc ils avaient monté un système de focalisation de la responsabilité sur le seul propriétaire, interdiction d'attaquer les autres agents, le remorqueur, etc., le capitaine, les préposés, les mandataires. Et vous avez le droit de les poursuivre, mais si vous voulez gagner de l'argent, vous devez faire sauter le plafond de responsabilité. Parce qu'en matière maritime, il y a une tradition depuis le Moyen-Âge, même avant. Normalement, le dommage causé à l'extérieur est limité à la valeur de la cargaison. Donc ils calculaient pour chaque pétrolier le montant. Pour la Moko Cadiz, c'était 80 millions de francs d'époque. Évidemment, c'était totalement insuffisant et injouable. D'autant plus que pour arriver à faire sauter la limitation de responsabilité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut démontrer la faute personnelle du propriétaire. Qu'est-ce que c'est que la faute personnelle du propriétaire ? C'est le fait d'avoir choisi un mauvais équipage. Ce n'est pas la faute de navigation, ce n'est pas l'erreur, etc. Donc, ils avaient monté un système au niveau international qui a été doublé après ça de ce qu'on appelle le FIPOL, le Fonds international à la pollution marine, qui sont des contributions des pétroliers à la réparation, qui n'existaient pas au moment de la Moko Cadiz. La convention n'a été ratifiée que le 16 octobre 1978 et la Moko Cadiz, c'est 16 mars 1978. Et donc, par conséquent, on se trouvait complètement désarmé en France. Et j'imaginais, je savais qu'il y avait une ouverture de l'information en France, 13 ans de procédure pour monter à la Cour de cassation, 13 ans de procédure parce que le pénal tient le civil en état en France, pour faire du civil, pour aboutir à partager avec l'État français 80 millions de francs. Enfin, c'est de la rigolade, puisqu'il y avait l'État anglais qui avait aidé, il demandait de l'argent aussi. C'était absolument impensable. Et on a enquêté, on a cherché partout, et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait un ou deux avocats américains qui étaient venus ramasser des contrats en France pour faire un procès à Chicago. C'est comme ça que ça s'est fait. D'ailleurs, ces avocats-là ont perdu le procès par la suite. Je vous expliquerai pourquoi, si ça vous amuse. Nous, on s'est dit, certainement, il y a quelque chose aux États-Unis, parce que vous n'aviez pas Internet à ce moment-là. Quand vous avez un accident, vous ne savez pas qui, vous ne savez pas quoi. Alors, ce que j'avais fait à l'époque, c'était de déclencher une expertise tout de suite pour avoir des acteurs. Si vous n'avez pas d'identifiant... tout le monde disait en France que c'était la faute du remorqueur qui avait mal tiré le navire. Bon, et en fait, c'était facile. Les commissions d'enquête parlementaire ont dit le remorqueur, il a monnayé ses services, c'est lui qui est responsable. Ça cachait le fait que l'amiral commandant la marine de l'époque était décoré aux Invalides le jour de l'accident et qu'il n'y avait personne pour commander aussi au passage. Je vous dis ça au passage. En général, ces choses sont assez amusantes. Et donc, il fallait absolument imaginer. On a découvert par déduction que la Moko Transport, société officiellement, était possédée par la société Amoco International à Chicago, et en cherchant encore la Standard Oil qui était derrière. Donc on décide d'attaquer. On décide d'attaquer aux États-Unis avec l'État français. Mais l'État français, lui, de son côté, est lié par la Convention internationale. Nous sommes des personnes privées. Je consulte des professeurs de droit, le professeur Lagarde en particulier, grand professeur de droit. Je lui dis, monsieur le professeur, cette convention spéciale me gêne pour passer, malgré tout, à travers elle, sur le droit commun. Il dit, aucun problème, allez-y. Je n'aurais jamais été sans cette consultation-là. Donc on pouvait repartir, écarter le droit spécial qui était dérogatoire pour partir sur le droit commun. On part sur le droit commun et on part sur le droit maritime américain. Mais l'État français ne fait pas la même procédure que nous. Parce que lui, on lui reproche à Londres, les assureurs lui reprochent de violer la Convention. Parce qu'il est l'État français, il doit assigner à Brest, effectivement. Et la Convention lui est directement applicable. Et lui n'attaque qu'Amoco International. Nous avons attaqué tout le monde. On a attaqué Standard Oil, Amoco International, Amoco Transport, la Shell qui était propriétaire de la cargaison. Le navire était équipé d'Italiens, on a attaqué les gens là. On a attaqué le chantier qui était espagnol. Enfin, c'est un véritable casse-tête juridique. Hein. Et le remorqueur qui est allemand. Pour avoir juridiction aux États-Unis, on a attendu qu'il arrive dans un port de Virginie, on l'a fait saisir pour avoir juridiction. Monter tout un système comme ça. Mais l'État, qui est mon ennemi toujours dans toutes ces affaires-là, ne manque pas d'audace, voyant que les Bretons ont 92 communes, 2 départements et 5000 personnes risquent de rafler de l'argent, ont une idée absolument extraordinaire. Ils me disent aux États-Unis, je suis parrain expatrié, je suis père de la patrie, vous n'avez pas le droit de plaider.
Alors, oui, parce que oui, je suis père de la patrie, je vous représente en justice à l'étranger. Vous n'avez pas le droit. Donc le sang nous est monté. Et effectivement, il y a l'article 72 de la Constitution qui dit que les collectivités publiques s'administrent librement, etc. Tout ça, c'était du bluff, à peu de choses près, pour nous empêcher de... J'ai toujours pensé d'ailleurs que l'État qui est assureur, que l'État qui est transporteur, que l'État qui est engagé dans la vie économique, on le comprend aussi, n'apporte pas le même intérêt à l'environnement que les personnes locales. Mais seulement aller jusque-là pour nous priver d'indemnité comme il l'avait fait déjà au moment du Torrey Canyon, si j'ose dire, ce n'était pas du goût des Bretons. Donc j'ai demandé au doyen Vedel de nous aider, il était membre du Conseil constitutionnel, on a monté toute une équipe et on a réussi à, à asseoir la juridiction aux États-Unis, se faire reconnaître comme partie entière. On a donné un grand coup de main à l'État qui était en difficulté parce que Amoco attaquait en disant qu'ils avaient mal nettoyé, mal fait de la surveillance des côtes. On a négocié un certain nombre de choses avec l'État sur les dommages écologiques en disant s'il y en a, c'est pour nous. Il y a eu un procès qui est extrêmement long par la procédure de découverte, qui est très intéressante aux États-Unis. Je le fais très vite parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. En Europe, on n'a pas l'habitude de ça, mais c'est grâce à cette procédure qu'on gagne, je n'aurais jamais gagné en France. Pourquoi ? La procédure de découverte, c'est quoi ? Vous posez 5000 questions à l'adversaire. Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là, etc. Vous avez acheté des cigarettes. Vous avez le droit de poser toutes les questions. Vous savez, vous pouvez tout découvrir. La partie de l'autre côté répond. Sauf si c'est de la vie privée ou des choses de ce genre-là, ou le secret commercial, mais enfin, on arrive à passer à travers. Donc on savait la chronologie des choses, on savait ce qu'ils avaient commandé comme bidon d'huile pour l'appareil hydraulique, si j'ose dire. On s'est aperçu on a donc eu accès à tous les documents. Et aux États-Unis, la procédure de découverte se fait sur des hangars. Vous êtes obligé de donner toutes les relevés des communications téléphoniques, les impôts, tout. Il y avait une dizaine d'avocats américains qui feuilletaient, jour par jour, tous les documents. On a découvert que l'Amoco Cadiz consommait 5 fois plus de liquide hydraulique que la normale. Donc il avait une fuite où il était mal conçu. Et c'est comme ça qu'on a découvert le mauvais entretien du navire. Puis après ça, de fil en aiguille, on a découvert qu'ils avaient pris la décision au niveau général, central, de ne pas faire réparer le pétrolier, puisqu'il gagnait $300 000 par jour. Il faut attendre. Donc on est tombé sur des rapports comme ça. J'aimais vous dire que ça fait de l'effet. Puis après ça, vous tombez. La troisième partie de la procédure de découverte, c'est d'interroger les témoins. C'est comme dans les films américains, vous avez vu Verdict, vous avez des films comme ça. Il y a des avocats qui sont autour de l'un en face de l'autre. Le témoin est là, il y a un greffier. Et on pose toutes les questions de la terre. La vérité des choses, c'est que ça nous a permis de gagner énormément sur la vérité de la responsabilité, de démontrer matériellement la responsabilité des échelons supérieurs, mais ça s'est retourné contre nous quand on était sur le procès des dommages et que les Bretons prétendaient que la route n'avait pas été réparée suffisamment, etc., et qu'on avait montré qu'elle n'avait jamais été réparée. Les adversaires ont profité de la procédure de découverte dans l'autre sens. La procédure de découverte, c'est la procédure de la vérité. Vous n'avez pas une procédure plus parfaite au monde, mais ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. La partie adverse a dépensé 400 millions de frais d'avocat. C'est 10 fois plus nombreux que nous. Et nous, 100 millions, à peu de choses près. Bon. Il faut tenir la distance. Il faut tenir la distance. Et comment les collectivités publiques ont financé, si ça vous amuse, je vous raconterai ça. Et donc, par conséquent, on a fini par obtenir le succès, mais le succès de l'Amoco Cadiz, c'est la responsabilité des maisons mères pour les filiales. Mais qu'est-ce qu'a fait l'Organisation maritime internationale en 1996 ? Ça, je suis pour rien. Ça n'empêche pas de parler, vous m'entendez quand même ? C'est un attentat. C'est le gouvernement français qui a piqué ça. C'est évident. Mais, comment dirais-je ? Vous m'entendez quand même ? Entends. Oui, ben voilà. C'est un farceur, sans doute. Et alors, comment dirais-je ? L'organisation internationale s'est réunie, a dit « Ah, mais maintenant, l'affréteur, on ne peut plus faire de procès contre l'affréteur. » C'était pour coincer les résultats de l'affaire Amoco Cadiz, que la Standard Oil était considérée comme l'affréteur, c'est-à-dire celui qui loue le bateau. Nous sommes d'accord. Donc quand on arrive au procès de Derica, on se retrouve avec une convention internationale qui nous dit bah, vous ne pouvez pas poursuivre Total, vous ne pouvez pas poursuivre l'affréteur. Bon. Donc on est obligé de recommencer, parce que le droit est contre nous, on est obligé de recommencer. Bon, c'est 6 ans d'instruction, menée par Corinne Lepage en particulier. Moi, j'ai surtout participé aux audiences sur la procédure des dommages. Mais on a réussi à les avoir par une loi de 83 qu'on avait fait voter d'ailleurs à l'époque de l'Amoco Cadiz, parce qu'on était mal protégé en France sur les pollutions internationales. Mais la grande difficulté,
ça n'a pas été seulement la responsabilité de la société Total qu'on a réussi à faire établir au niveau de la Cour de cassation, parce qu'on a fait considérer qu'ils savaient que le navire était en mauvais état, ils l'ont loué pour les transports en connaissance de cause, il avait été réparé, le vetting, ce qu'on appelle le contrôle, n'était pas correct. Donc la société Total avait pris des risques. Alors il y a un professeur de droit, j'ai fait une conférence avec, il me dit, oui, mais Maître Huglot, vous êtes très sympathique, parce que la société Total, en fin de compte, c'était une procédure volontaire de contrôle. Alors on va la punir pour la procédure volontaire. Ben non, évidemment, que ce soit une procédure de contrôle volontaire, vous savez, ça s'appelle les procédures volontaires de contrôle, vous devez le faire correctement. Quand vous vous imposez une procédure, vous devez en tirer les conséquences. Bon, donc l'argument de dire la responsabilité de Total n'aurait pas dû être retenue me paraît pas sérieux. Et la grande difficulté, c'est que tous les juristes adverses se sont mis dans la tête de considérer que comme l'accident était survenu en haute mer, dans la zone économique, les tribunaux français n'étaient pas compétents. Il y a des dispositions dans le droit international qui disent « Ah, c'est l'état du pavillon ». Et là, seulement, il n'y avait qu'un malheur, c'est que l'état du pavillon, c'était Malte, et à Malte, il n'y a pas de tribunaux. Alors, j'aime mieux vous dire que l'argument fait long feu sur des opérations comme ça. Enfin, c'est plus compliqué, il y a encore des consultations du professeur Lagarde, on a montré que par la Convention internationale de Montego Bay, etc., il y avait ce qu'il fallait pour juger, à proprement parler, sur la compétence, c'est-à-dire dès lors que les effets d'une pollution se font ressentir, comme je l'avais jugé dans la montée d'Issonne, au civil, cette fois-là, sont fait ressentir, vous avez juridiction. Le plus intéressant, c'est la méthode. Et je vais essayer d'abréger un peu, parce qu'il y a une deuxième partie sur la Cour internationale, puis je voudrais surtout que vous posiez des questions, parce que ce qui est intéressant, c'est l'écho que ça a chez vous, c'est pas ce que je sais. Mais comment j'ai fait juger le dommage écologique? C'est très simple. Quand vous voulez créer du droit nouveau, vous cherchez l'ancien. Il y avait des vieux arrêts du Conseil d'État qui disaient, à propos d'un accident causé par un incendie causé par une décharge d'une commune à la forêt d'une autre commune. Une décharge prend feu, met le feu à la forêt d'une autre commune, il y a un procès. Et le Conseil d'État, dans une phrase, c'est un vieil arrêt de 79, il dit « La commune dont le bois est brûlé à la suite de l'incident lié à un ouvrage public géré par la commune voisine a droit à la perte du bois, de la récolte normale, et également au cycle de repeuplement forestier. » Ça m'a beaucoup intéressé. Parce que se retrouver le mécanisme de reconstitution biologique pris comme élément de dommage. Et ce qu'on a fait, on a fait calculer, mais c'est un peu long à expliquer, par des géographes, des spécialistes, chaque mètre carré pollué, on les a fait identifier sur l'estran. L'estran, c'est la partie couverte et découverte de la mer, nous sommes d'accord, la plus riche. Et on a fait calculer les pertes en biologie, calculées sur la méthode du professeur Chevassiot-Louis. Professeur Chevassiot-Louis, l'ancien directeur de l'INRA, l'Institut national agronomique, il a fait un groupe de travail dans les années 99, on l'a fait déposer, et il est capable, suivant les milieux considérés, de donner des valeurs financières. C'est basé sur ce qu'on appelle le service rendu par la nature, et c'est basé aussi par une autre idée, qui est ce qu'on appelle la demande, si vous voulez, la demande, l'usage, à peu de choses près. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, on pourra revenir dessus. Et on a fait calculer que c'était 10 centimes par mètre carré. La ville de La Baule s'est retrouvée, pratiquement, on a fait déposer le professeur Chevassiot, lui, qui a décidé que mon calcul était juste, et la ville de La Baule s'est retrouvée 400 000 euros de dommages et intérêts. Toutes les grandes communes sont retrouvées avec des dommages et intérêts dits écologiques. Alors, ce n'est pas le dommage écologique pur, parce que le dommage écologique pur, c'est très compliqué. Pour réparer le dommage écologique pur, il faut un sujet de droit. Le grand scandale de l'affaire de l'Erika, c'est pour ça que j'en veux toujours à l'État, c'est que l'État aurait dû le demander. Pourquoi il ne l'a jamais demandé à Total? Alors il faut être juste aussi, parce que j'accuse l'État de ne pas l'avoir demandé, mais Total a réparé aussi le préjudice écologique à sa façon, puisqu'ils se sont engagés à pomper la cargaison. Donc personne n'a le préjudice écologique en totalité, chacun en a une part selon ses responsabilités, ses compétences. Et là, c'est une façon de voir le dommage écologique, si vous voulez, qui n'est pas exclusive et qui permet de faire de la place aux marins-pêcheurs, aux associations de défense de l'environnement, aux pêcheurs à pied, aux collectivités publiques, selon l'usage à proprement parler. C'est ce que j'appelle un peu la compensation écologique. Là. Beaucoup d'amis professeurs de droit disent « Oui, mais tu ne m'as pas fait juger le dommage écologique pur. Je suis désolé, si je n'ai pas la qualité pour le réclamer, je ne peux rien faire. » Il y a une Total a laissé brûler ou a laissé évacuer du gaz d'une plateforme pétrolière pendant 2 mois. Là, il y a eu un dommage écologique évident à l'atmosphère, à l'eau, etc. Personne ne peut le réclamer. Donc
dommage écologique, on essaie de le relier à une qualité pour le demander. Et c'est plus que significatif, parce qu'au total, toutes les indemnisations mises bout à bout, c'est quand même 220 millions d'euros, plus que ce que nous a donné le FIPOL sur le nettoyage. Donc, on est arrivé à des indemnisations qui sont très fortes. Bon, voilà les grands enseignements, si vous voulez, de ces affaires-là. Les grands enseignements qui sont indirects. Montedison nous donne la directive bioxyde de titane et nous donne aussi la convention sur la pollution de la Méditerranée, la convention de Barcelone de 1976, à laquelle j'ai participé indirectement parce qu'on avait monté avec les collectivités publiques, l'Union des villes de la Méditerranée, pour faire pression sur les gouvernements et lancer une négociation internationale. Mais l'Union européenne nous a beaucoup aidés à l'époque, ils ont pris l'affaire en main. Et vous avez donc des procès. Ce procès-là a été utile au niveau international et au niveau européen. La Muco-Cadiz, ça s'est remis un peu à l'envers contre nous, mais néanmoins, il est resté la responsabilité des maisons mères pour les filiales. C'est très important, c'est-à-dire l'agent économique supérieur, ce qui nous donne la possibilité de rechercher les responsabilités ultimes et d'éviter effectivement la division des responsabilités, la mise en faillite des sociétés filiales et autre chose. C'est quand même relativement important pour la crédibilité du droit de l'environnement. Le troisièmement, l'ERICA, c'est le dommage écologique. Là, on en discute beaucoup et il y a un projet de loi pour le faire au civil. Et puis, d'autre part aussi, je viens de démontrer que le juge administratif devrait indemniser le dommage écologique en vertu du droit constitutionnel, puisque chez nous, le droit constitutionnel dit toute personne qui a un dommage a droit à la réparation. Toute personne, en droit, ça veut dire toute personne privée, personne publique. Donc, par conséquent, la théorie du dommage écologique doit être considérée, si vous voulez, comme acceptée en France, tout au moins. Bon. Le problème qui se pose pour moi, et pour vous tous d'ailleurs, à peu de choses près, c'est très bien d'avoir fait juger ça la responsabilité, mais l'environnement, c'est quoi? C'est pas autre chose que de la prévention. C'est pas de réparer des accidents. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'en discutais avec mes amis tout à l'heure. Si je sais que la mer Blanche est polluée, la mer Blanche, c'est là où il y avait toutes les installations militaires, plus polluées d'ailleurs que n'a jamais été la Bretagne, puisque c'est des déchets radioactifs par les sous-marins soviétiques qui sont abandonnés, etc. $1 milliard, ça me fait quoi? $1 milliard, ça me fait quoi dans le procès de Tchernobyl? C'est sans intérêt. C'est sans intérêt, c'est d'un intérêt relatif. Vous verrez d'ailleurs pourquoi, tout à l'heure, si vous me posez des questions, pourquoi il n'y a pas eu de procès à Tchernobyl. Enfin, il y a beaucoup de juristes suisses qui ont travaillé là-dessus. Le professeur Knöpfle et Ebling en particulier. Ils ont fait de très très bonnes études sur ces questions-là. J'avais travaillé un peu avec eux. Je voulais le monter, mais on ne pouvait pas en sortir parce que la centrale de Tchernobyl était possédée par l'État soviétique. Donc, à la limite, vous n'aviez pas d'exécution possible. Vous aviez la meilleure législation, responsabilité sans faute, mais sur l'exécution, zéro. On aurait gagné tout ce qu'on voulait au civil, mais exécution, zéro. Donc, on a renoncé. Ce qui est important, c'est la prévention. Et ce qui est intéressant de tirer comme exemple, c'est de faire monter les enseignements du dommage écologique jugé sur les procès en responsabilité sur le nouveau droit des études d'impact. Et ce que j'essaye de faire actuellement, en disant à chaque fois que vous avez un projet d'autoroute, à chaque fois que vous avez un projet d'installation industrielle ou d'une extension de territoire, vous devez calculer, vous avez la possibilité de calculer les unités de diversité, les unités de diversité biologique que vous prenez. Et vous devez les avoir à disposition, les compenser. On a quand même un problème en France qui est considérable. On a perdu entre 2004 et 2008 plus de 90 000 hectares de bonnes terres pour les extensions urbaines, pour les installations d'intérêt général, les circulations, les TGV, etc. Et tout ça. On va augmenter en population. On ne peut pas. La richesse, c'est le territoire. Et la richesse, c'est la biodiversité. Donc il y a le grand basculement, à mon avis, du droit de l'environnement maintenant, c'est plus de s'occuper uniquement du droit des pollutions, qui est assez jugulé, mais de faire basculer ce qu'on a compris et appris dans les procès en responsabilité vers la prévention. Et ça m'amène au deuxième sujet. Deuxième sujet, et surtout je répondrai à vos questions, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on sait qu'il y a ce droit de la responsabilité qui peut déborder sur la prévention? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'abord, première observation, c'est que, comment dirais-je, pourquoi je suis tellement attaché au procès? Pour une raison très simple. C'est que l'élaboration du droit est largement supérieure à celle de l'élaboration du droit par le Parlement et par les législateurs. Pourquoi? Parce que c'est la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est le contradictoire. J'ai un point de vue à côté, j'ai un point de vue de l'autre et j'ai un arbitre au milieu. Donc, par conséquent, je débat. Et les expertises sont débattues. Vous savez très bien, comme moi, que dans les parlements, il y a des groupes de pression.
qu'il y a des députés qui s'appellent des députés machin, etc., on sait très bien les identifier, qui vont poser tel et tel. Il y aura toujours un compromis dans un Parlement. Mais devant un juge, il n'y aura pas un compromis. Parce que le juge a le sens de l'intérêt général. Il est obligé. Quand vous lui dites, par exemple, dans l'affaire de la baie de Seine, on dit, moi, on m'embêtait parce que je voulais arrêter les rejets de Tanné-Mulhouse. Il dit, oui, 3000 ouvriers à la rue. Mais écoutez, monsieur, moi, j'ai fait des expertises. J'ai 400 marins-pêcheurs. Ça fait, en emploi induit avec les marieurs, les restaurateurs, les hôteliers, ça me fait 30 000. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Donc, par conséquent, quand vous démontrez au juge qu'il y a un intérêt général, non pas un intérêt incantatoire, un intérêt sectoriel, qu'il y a un intérêt équilibré, il tranche. Donc la méthode d'élaboration du droit est beaucoup plus positive et beaucoup plus claire. Le juge est quand même un arbitre impartial et il le montre très bien. D'ailleurs, toute cette évolution du droit de l'environnement au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a une préface du président Costa là-dedans, parce que j'aime beaucoup ce qu'a fait la Cour européenne en matière d'environnement. Ils ont trouvé des choses vraiment fabuleusement intéressantes. Et sur les grands principes d'environnement, le droit d'information, le droit à la vie, etc., qui est important. La Cour européenne des droits de l'homme, ça a une juridiction sur 46 États. Ça va de la Russie jusqu'à la Turquie. On a un exemple de juridiction internationale très intéressant là-dessus. Donc, pourquoi j'aime les procès? Parce que ça permet d'inventer. C'est la troisième chose. La théorie du dommage écologique, elle est inventée par des procédures. Et l'histoire des unités de biodiversité, ça fait autorité. Ça fait, puisqu'on arrive à un prix. Donc ça s'impose. Et dans la nature, on dit dans la nature, je peux faire ce que je veux, c'est richesse commune. Mais non, pas du tout, c'est un prix. Alors le vrai danger, c'est au point de vue éthique, c'est jusqu'où on va là-dedans. Ça, c'est une jolie question. Est-ce que je vais créer un marché des droits d'unité de biodiversité et autre chose? Est-ce que je dois penser à des choses comme ça? Quand on a vu ce qui s'est passé sur le CO2, il faut réfléchir. Mais enfin, il y a des idées possibles. Mais alors seulement, mes chers amis, il y a des limites au procès. Parce que le procès, qu'est-ce que c'est? Même quand vous avez juridiction internationale, ça obéit à la règle des 3 unités. Unité de temps, de lieu et d'action. Expliquez-moi comment vous faites un procès pour la couche d'ozone. On fait quoi? Tout le monde est responsable, c'est la planète tout entière. Nous sommes tous responsables, on fait quoi? Pour le réchauffement climatique, vous faites quoi? On ne peut rien faire. Au point de vue procédure, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourtant, et là ici nous sommes à plusieurs en centre de réflexion, on parlera peut-être dans les questions plus en détail du projet de directive écocide. Je le réserverai peut-être aux questions, ce serait peut-être plus simple, parce qu'il y a un projet qui est intéressant, qui veut faire un crime sur l'environnement, et on devrait pouvoir effectivement faire pénaliser en quelque sorte ce crime sur l'environnement qu'ils appellent écocide. Il y a d'autres idées qui sont relativement intéressantes sur les juridictions internationales. Il y a des idées d'abord de M. Gorbatchev dans le Green Cross, c'est une association assez intéressante. Lui, il veut faire un centre d'information, de recueil de plaintes, pour avoir des éléments d'information. Moi, je travaille avec les Japonais actuellement sur un procès international sur Fukushima. Bon, première chose à faire, c'est de recueillir des éléments. Aller créer une juridiction internationale sur mesure, c'est très dangereux, parce que vous n'aurez aucune crédibilité. Il faut, pour qu'un juge soit crédible, il faut qu'il y ait un souverain derrière. C'est-à-dire le juge n'est pas une entité éthérée. Il faut quelqu'un pour appliquer les décisions. Le succès de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le protocole de ratification des recours individuels et l'obligation pour les États d'exécuter sous peine de sanctions. La Cour internationale de justice de l'Haye, ça marche parce que les États acceptent juridiction. Elle ne rend pas toujours de très bonnes décisions, d'ailleurs, au passage. L'affaire de l'Argentine, etc., et tout ça, l'affaire Gapsico-Novo, on pourra en parler. C'est pas génial, mais enfin, ça existe. Mais seulement, il y a une garantie d'exécution. À proprement parler, si je me lance sur une directive écocide et que je n'ai pas une juridiction adéquate là-dessus, je vais avoir un vrai problème. Surtout, là, pour moi, la difficulté de la directive écocide, c'est la définition du délit. Expliquez-moi à partir de combien de grains de sable vous avez un tas. Expliquez-moi ce que ça veut dire vraiment. Vous incriminez en matière pénale, ça ne peut pas être rétroactif. Donc faites extrêmement attention, et d'autant plus je vais dévoiler ma pensée là-dessus, c'est qu'il y a un règlement européen sur le droit pénal de l'environnement qui oblige les États à faire de la répression d'un délit général d'atteinte à l'environnement qu'on ne sait pas définir. Demandez à tous les pénalistes de France, d'ailleurs, etc. Comment vous définissez le délit d'atteinte à l'environnement? À mon avis, on peut le définir par rapport au concept de protection de la nature, sur le végétal, l'animal ou des choses de ce genre-là, et les écosystèmes, Natura 2000 ou des choses de ce genre. On peut arriver par une définition réglementaire. Mais le crime d'écocide, vous faites quoi? Est-ce que ça a le même sens
dans le désert? Est-ce que ça va enlever un arbre dans le désert, une forêt? Enfin, c'est très, très compliqué. Qu'on ait ces idées-là, qu'on les lance sur une juridiction internationale, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou dans la juridiction internationale et qu'il y a un trou dans l'évolution du droit de l'environnement, parce que nous n'avons pas d'institution internationale. Le grand échec de Rio, c'est ça. Les Français voulaient, un certain nombre de pays développés voulaient une organisation internationale. Ils n'ont pratiquement rien eu. Ils ont eu l'autorisation de travailler avec la FAO, de prendre quelques crédits, mais rien du tout. Et ce n'est pas demain la veille qu'on aura l'équivalent de la Cour pénale internationale de La Haye sur les crimes contre l'humanité, bien qu'il y ait des petits passages sur l'environnement. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Puisque quand dans un acte de guerre, si vous détruisez gratuitement l'environnement, l'affaire du Koweït par exemple est très claire là-dessus, à ce moment-là, vous avez commis un crime contre l'humanité. C'est intéressant, mais c'est très adjacent, puis c'est lié aux actes de guerre. Bon. Et la CPI, elle n'a pas de juridiction partout, hein, les États-Unis n'en veulent pas, etc. etc. Bon. Donc, aller penser à une cour internationale, ça ne marche pas. Mais par contre, il y a une idée qu'on peut discuter, et qui est la suivante. C'est grâce aux avancées de la jurisprudence de l'ERICA, rapprochée d'une décision du 8 avril 2007 de la Cour suprême des États-Unis, on peut arriver par un mécanisme de billard de monter quelque chose d'intelligent. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez cette fameuse question des déchets chimiques, enfin des déchets plastiques plus exactement, pardon, qui dérivent au large du Pacifique Nord. C'est 6 fois la France. Alors, c'est pas mal. Hein, ça fait combien? 3 millions de mètres carrés, un truc comme ça. Kilomètres carrés, quand même, c'est énorme. Et tout le monde est responsable, les riverains sont responsables. Donc, a priori, juridiction, je ne vois pas. Ça, et puis, la responsabilité, je ne vois pas non plus. Par contre, il y a quelque chose d'intelligent qui peut être fait. La Cour suprême a rendu une décision, les États-Unis a rendu une décision en 2007 dans les circonstances suivantes. Les associations de défense de l'environnement ont bousculé l'État des Massachusetts pour faire un procès à l'agence de l'EPA, le ministère de l'Environnement, pour carence dans la législation et des mesures législatives et réglementaires sur la protection de la couche d'ozone. C'est-à-dire qu'ils avaient sous le coude des décrets pour limiter la pollution et prendre des mesures sur l'industrie, l'automobile, tout ce que vous voulez, puis jamais ils ne sortaient rien. Et donc, par conséquent, ils ont fait ce qu'on appelle un procès en carence. Et ce qui est très intéressant, c'est que la question principale qui s'est posée devant la Cour suprême, c'est de dire, est-ce qu'une association locale, est-ce qu'un État des États-Unis peut agir au nom de l'humanité tout entière? Et ils ont dit oui. Ils disent c'est pas parce qu'ils sont simplement localisés, c'est un intérêt général dans lequel ils participent, à proprement parler. Alors, une des éléments de solution, par exemple, pour cette affaire concrète, ce serait par exemple des associations. Les États des États-Unis agissent pour obliger le gouvernement à prendre des mesures, au moins d'instruction. Et on peut parfaitement identifier en pleine mer les plastiques, vous savez, les plastiques, le pétrole, etc., c'est une analyse chimique. On peut monter effectivement des recherches sur la responsabilité. Vous allez me dire, vous rigolez, parce que les bidons, il y a des morceaux de plastique, il y a des déchets, il y a des sacs, etc. Non, on peut déjà y arriver par certains éléments. Par exemple, regardez les États qui recyclent. Le Japon, qu'est-ce que fait la Corée, qu'est-ce que fait la Russie, qu'est-ce que font les uns les autres, etc. On peut commencer à monter quelque chose d'intelligent. Et ça, il faut monter quelque chose d'intelligent à partir du concret. Vous ne pouvez jamais créer du nouveau en droit si vous ne appuyez pas sur le passé. On est obligé de le faire. Les juristes, ce n'est pas des révolutionnaires. Ils ne peuvent pas être révolutionnaires parce que sinon, c'est impossible. Ça ne serait jamais appliqué. La seule chose qui est intéressante, c'est d'essayer de faire du concret et du possible. Et donc, il reste, et là je vais m'arrêter là pour quelques instants, il reste à considérer, mes chers amis, moi j'ai fait mon travail, à vous de faire le vôtre. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de vocations sur les questions de juridiction d'environnement. Puis deuxièmement, je voulais vous démontrer aussi au passage que quand on est vraiment décidé dans les États démocratiques, avec l'aide de la presse, etc., on peut vraiment faire bousculer les choses. Et qu'en définitive, ce sera mon dernier mot, c'est que le droit, c'est quand même une école d'imagination. Je vous remercie de votre attention. J'ai oublié de remercier et Véronica et Marcia, je ne sais pas si elle est encore là, non, elle est partie, sans qui cette conférence n'aurait pas été possible. Alors, qui veut poser une première question? Il marche, mais il faut le tenir très près.
Bon, alors la première question, elle va me revenir, c'est le coup classique. Je voudrais t'interroger sur effectivement cette question de directive écocide, donc en séparant bien deux choses, hein. C'est une avocate anglaise, Polly Higgins, qui est derrière cette affaire, et là, mis deux démarches en mouvement. La première, tu viens de le rappeler, c'est par rapport à la question des crimes contre l'humanité devant une juridiction internationale, et une deuxième très différente qui est interne à l'Union européenne. Il y a une démarche d'initiative. Alors, ce n'est pas comme en Suisse, hein. Ce genre d'initiative, il faut recueillir un certain nombre de signatures sur les différents pays de l'Union. Et puis ensuite, après, on peut soumettre au Parlement un projet de directive. Et elle a rédigé un projet de directive contre le crime d'écocide. Alors, est-ce que tu peux peut-être un petit peu préciser tes réserves en séparant bien ces deux cas très différents? Dans un cas, on a compris que le problème, ce serait la possibilité d'une juridiction. Pour l'Europe, c'est moins le cas, mais ce que tu trouves plus gênant, c'est la question de la qualification, alors. Il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas? D'abord, premièrement, si ce projet réussissait, j'ai très peu de chances qu'il réussisse. Je vous ai expliqué il y a 2 minutes. Le projet écocide, s'il réussissait. D'accord. Marche internationale, il faut créer une juridiction. Donc c'est impossible. Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Sauf à ajouter un peu à celle existante, modifier un peu le traité de Rome ou des choses comme ça. Ben oui, parce que ça fait pression aussi, c'est intéressant, mais il faut s'appuyer sur l'existant. Bon, pour la directive elle-même, même si ça réussissait, je suis pour d'une certaine façon, mais ça ne serait cantonné qu'aux juridictions européennes, excusez-moi. C'est ça mon problème. Donc moi, ça ne résout pas mes problèmes essentiels, qui sont les problèmes de la ressource de la mer, la couche d'ozone, etc. Toutes ces questions-là, qui sont des questions extrêmement délicates de responsabilité collective. Moi, je crois au contraire, personnellement, je crois que si on estime que la civilisation technicienne, la civilisation dite scientifique, etc., et tout ça, moderne telle qu'elle est, nous a créé des problèmes considérables, nous avons été capables de les affronter et nous avons des éléments de réponse. Je ne dis pas qu'on a gagné partout en matière d'environnement. Le progrès du droit de l'environnement est infini. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'expertise, si vous voulez, on pourra en parler, parce qu'elle est très trichée, à mon avis, dans les décisions, au niveau des parlements, etc. Et quand l'expertise n'est pas contrôlée, il y a tellement de conflits d'intérêts, c'est un vrai problème, ça. Bon. Mais on a quand même, malgré tout, on a quand même été capable d'inventer un système qui est capable de nous analyser nous-mêmes et de nous corriger sur un certain nombre de choses. Je pense très franchement que les nouvelles installations des usines Seveso qui bénéficient des expériences et des catastrophes, des risques majeurs de ce qu'on sait, etc., pour la création d'usines nouvelles, vous aurez des usines beaucoup plus sûres. Ce qui nous a toujours posé problème sur les risques majeurs industriels, c'est qu'on a inventé de nouvelles lois qui n'étaient jamais appliquées aux anciennes puisqu'on ne peut pas les faire rétroactives. Donc, au fur et à mesure du temps, si vous avez l'étude d'impact complète qui intègre la notion de biodiversité, ça c'est à travailler, moi je ne fais pas la lumière là-dessus, mais je pense que d'intégrer les atteintes à la biodiversité dans l'étude d'impact, l'obligation de compenser et non plus de réparer en argent, ce sont des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais qu'est-ce que ça peut me faire que M. Tartampion, la société Sandoz Ciba-Geigy, soit accusé d'écocide? On va rigoler. Il dit, ça sert quoi? Bah oui, vous avez une mauvaise note, et alors? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me gêne le plus. Pour moi, c'est incantatoire. C'est incantatoire. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat concret. Qu'est-ce que vous avez gagné là-dessus? Qu'est-ce que vous avez fait? Et en dehors des problèmes techniques. Ceci étant que ça crée un mouvement d'opinion et qu'on dise qu'il y a un vide au niveau des nations internationales parce que l'ONU ne veut rien faire. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde ce qui s'est passé à Rio, il y a des choses beaucoup plus intéressantes qu'on ne voit pas. Mais qu'on n'a pas montré tout au moins, parce que nous, on a des préoccupations du continent nord, etc. Les autres ont d'autres préoccupations. Il se passe des choses qui sont relativement intéressantes. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'arriver à un résultat. Ça ne m'intéresse pas que quelqu'un soit déclaré criminel. Je m'en fous, moi. Je veux dire pas. J'étais obligé de faire des procès en responsabilité parce qu'il niait ça, mais maintenant, on le sait. Maintenant, ils sont condamnables. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que je n'ai pas de haine pour la société Total, que Total se débrouille pour faire des bons transports. Moi, je suis ravi. Je n'ai rien à dire là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je cherche toujours le réalisme. Moi, ça ne me plaît pas en tant que procédurier. Je ne suis qu'un procédurier. C'est-à-dire l'obligation de réussir un procès, de faire que le droit soit effectif. C'est toujours ça qui m'a toujours hanté dans ma vie. C'est est-ce que tu fais un acte de procédure qui est utile? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de concret? Si ça aboutit à quelque chose de concret, ça me va.
Mais de toute façon, il n'y aura aucun consensus, même si ça passe au Parlement. Il y aura quand on voit sur le règlement en responsabilité pénale, on rigole, quoi. Alors, par contre, je crois qu'en Suisse, vous avez eu des votations assez intéressantes sur l'environnement ces derniers temps, non? Il n'y a pas eu quelque chose? Il n'y a pas eu des points assez intéressants? Vous avez tout le problème des transports, hein? Des organisations, il y a 3-4 ans. Oui. Comme débat majeur dans ces dernières années. Sur les organisations environnementales, non? Oui, sur les droits de recours des organisations. Et ben, vous avez une juridiction administrative ici aussi, non? Oui. Juridiction civile classique, un conseil d'État, oui. Ça rend le droit effectif. Et ce qui est très intéressant, c'est l'effort, par exemple, du Conseil constitutionnel en France pour rendre effectif le principe de participation. C'est ça qui est intelligent, parce qu'en définitive, on en discute souvent tous les deux, mais la vraie question, c'est qu'on est tous mouillés dans l'opération. On est tous coupables, si j'ose dire, de pollution, et on est bénéficiaires, etc., des deux à la fois. Donc, plus la décision est discutée, plus la décision est partagée, en quelque sorte, vous avez une meilleure élaboration de la décision. J'ai une de mes amies qui a fait sa thèse sur les générations futures. Elle s'appelle, j'oublie son nom à l'instant, enfin, je vous retrouverai dans une seconde, c'est Madame Gaillard-Sébillot. Elle a publié cette thèse, c'est génial. C'est très intelligent, parce qu'on a un problème majeur. Si je vous parle du droit des générations futures, tout le monde va rigoler. Pourquoi? Parce que si je vais jusqu'au bout de l'enseignement, est-ce que dans 200 ans, on va me faire un procès à moi? Parce que c'est ça le droit effectif. Est-ce que ça aboutit à quelque chose? La responsabilité vis-à-vis des générations. Eh bien, il y a deux façons de le résoudre. La première façon de le résoudre, c'est au niveau du principe éthique. C'est très développé, c'est très intelligent. Elle rattache ça à la notion de dignité humaine. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de vous préoccuper dans vos décisions de vos descendants et autre chose, vous êtes aussi indigne que si vous ne vous occupez pas de votre frère. Dans la Bible, c'est marqué noir sur blanc, tu dois t'occuper de ton frère, et là, c'est de t'occuper de descendants. Ça rajoute un devoir éthique. Ça, c'est intelligent au point de vue de la conception. Mais la deuxième chose qu'elle sort dans sa thèse, c'est très intéressant, c'est de montrer que ça doit aboutir à un processus de décision. Alors, ne riez pas, je crois qu'en Bulgarie, ils ont inventé un parlement des jeunes générations. Ils ont pris des gens, ils sont chargés, comme le Conseil économique et social chez nous, de donner un avis pour voir si on a pris dans la décision parlementaire la dimension. Et vous pouvez arriver à compenser certains défauts par des processus de décision. C'est comme ça que je vois le droit de l'environnement de demain. Par l'expertise et les processus de décision. Ça ira beaucoup mieux. Juste peut-être sur ta remarque concernant l'évolution du droit suisse, mais juste un mot. Oui, vas-y. Il y a ce mécanisme quand même très intéressant de l'initiative populaire en Suisse, et tous les grands pas en matière d'environnement, que ce soit dans la protection de l'eau, de l'air, du sol, la loi sur l'environnement et toute la question de la biodiversité ont toujours été le résultat d'une initiative populaire. Le Parlement suit, mais ne précède jamais ces problèmes-là. C'est vraiment peut-être caractéristique de ce pays qui a cette tradition et cette habitude. C'est-à-dire la force des associations aussi. C'est la force des associations. C'est le sens de l'intérêt général, etc., qui est tout à fait important. Mais je crois que le gouvernement français, je ne prendrai pas l'expression triviale, il a avancé à coup de pied dans le derrière parce qu'effectivement, il se faisait condamner. En fait, c'est ça. C'est un rapport de force entre les deux. Et ce qui m'a beaucoup attristé pendant très longtemps, pas attristé, mais je me suis battu, je l'explique très bien, c'est que dans les juges de première instance, on arrivait à avoir un dialogue ouvert, mais dès que vous montiez à la Cour de cassation, au Conseil d'État, ils ont fait les pires ignominies. Il y a 20 ans ou 30 ans, je vous en ai raconté une ou deux, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont fait pour essayer de bloquer cette question-là. Donc il y a une question de génération, que des gens plus jeunes arrivent un peu... Quand on a plaidé l'affaire de l'Erika, c'est pas moi qui plaidais, parce que c'est l'avocat au Conseil d'État, mais j'avais tous nos amis qui plaidaient. Je regardais ce qui se passait. Il y avait à la chambre criminelle de la Cour de cassation, il y avait toute une série de jeunes magistrats. Je suis certain que vis-à-vis des vieux, c'est eux qui ont fait un bazar pas possible. J'en connaissais un certain nombre. Pour dire, on ne peut pas laisser passer une décision contre la Bretagne, contre l'intérêt général. La Cour de cassation se déshonorerait. La plaidoirie de l'avocat, c'était de dire, n'oubliez pas que vous rendez des décisions au nom du peuple français, mais que vous allez mécontenter de façon grave et définitive si vous ne donnez pas raison. Alors, les adversaires nous ont dit, ah oui, ça y est, vous avez transformé le droit pénal en le droit de la victime, etc. Moi, je veux dire quelque chose, je m'en fiche. Le principal, c'est de gagner. Je ne veux pas le savoir. J'ai
la responsabilité des maisons mères, j'ai le dommage écologique, ils peuvent faire toute la philosophie qu'ils veulent, ça fait jurisprudence et on s'en sortira comme ça. C'est réaliste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonjour. Alors, j'aimerais, vu qu'on est dans le sujet de dommages écologiques, j'aimerais juste revenir sur. Vous avez parlé dans votre présentation, en ce qui concerne le dommage purement écologique, du manque de qualité pour agir. J'aimerais justement revenir là-dessus en vous demandant un peu quel est votre avis sur la question. Est-ce qu'il serait nécessaire de reconnaître la qualité pour agir à la nature ou à l'environnement comme tel? Et si oui, quelle serait votre méthode? Branché. Je vais vous répondre. On y est arrivé par des raisons de procédure. C'est-à-dire que le grand grief qu'on nous faisait pour la réparation de dommages écologiques, c'est un peu plus subtil que la qualité pour agir. Pour qu'un dommage soit réparable en droit français, il faut qu'il soit certain, matériel, direct et réparable en argent. D'accord? La certitude, on l'avait. On savait que la mer est polluée, on sait qu'un écosystème est détruit, etc. Matériel, oui, bon, c'est pas tout à fait matériel, mais c'est quand même évaluable en argent de toute façon. Le vrai sujet, c'est direct, c'est la causalité directe, si vous voulez, par rapport à la victime. Et on a fait passer des textes dans le Code de l'environnement disant, par exemple, que les collectivités publiques avaient le droit de réclamer des dommages directs et indirects. Quand j'ai fait jurisprudence pour les marins-pêcheurs, c'est parce que dans le Code du travail, il est indiqué à l'article 465.1 du Code du travail français, les syndicats ont qualité pour demander réparation devant les juridictions, dommages directs et indirects. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas causés directement à leur objet social, à peu de choses près. Et donc vous pouvez englober beaucoup de choses sur le dommage indirect. Ça s'explique aussi, par exemple, que les juridictions françaises, en matière d'amiante, indemnisent le dommage de la peur d'avoir un cancer, et non pas du cancer réalisé. C'est pas idiot, hein. Je trouve que c'est pas idiot, c'est une véritable douleur morale. J'ai travaillé toute ma vie, est-ce que je vais avoir un cancer à 60, 65 ans, etc. Donc c'est par des avancées comme ça, par le mot direct et indirect. On est passé par la procédure, à proprement parler. Et puis après ça, la deuxième démonstration qu'il faut faire, c'est que vous ayez exercé une certaine compétence sur le sujet. Si je suis un citoyen français qui habite Dole ou un truc comme ça, je vais me promener sur les côtes, quel est mon intérêt par rapport à... Si j'y séjourne, que je vais sur la plage, que je ramasse des coquillages, alors j'ai ma carte de pêcheur à pied. Ah oui, là, vous voyez, il y a quelque chose qui se rapproche. La collectivité territoriale, pourquoi elle a droit à la collectivité territoriale? Pour une raison très simple, c'est qu'elle est locataire des plages. C'est le domaine public de l'État. C'est des locataires, ils payent des impôts, des redevances pour utiliser la plage, pour leurs riverains, pour leurs besoins, etc. Donc il faut toujours trouver un lien de causalité le plus étendu possible par rapport au statut de la personne en cause. Et la personne qui est le plus habilitée, c'est l'État en droit français, puisqu'il est titulaire de tous les droits de protection en matière d'environnement. Et d'ailleurs, au passage, il m'énervait tellement dans l'affaire de l'Erika que j'avais cité un arrêt du Conseil d'État qui passait inaperçu. Il s'est passé, il y a plusieurs années, en 1989, des faits assez étonnants. C'est-à-dire qu'il y avait un navire allemand qui s'appelait Nachfolger. La compagnie, c'est Nachfolger Navigation, et le navire, c'était un Mersey ou un truc comme ça. Ce bateau était chargé de dynamite et de produits de guerre et autre chose. Il est allé en Allemagne, puis pour des raisons mystérieuses, l'équipage l'a abandonné. Qu'est-ce que fait la Marine nationale? Elle est arrivée, 43 coups de canon, d'ailleurs c'est dans les conclusions du comité. Ils ont eu, à la fin, ils l'ont fait sauter, en pleine mer. Et qu'est-ce qu'a fait l'armateur? Il a dit, mais vous avez détruit un navire en haute mer, etc. Et autre chose, c'est tout à fait scandaleux, et vous me devez des dommages et intérêts. Eh bien, le Conseil d'État a considéré que c'était parfaitement conforme au principe de droit international, non écrit, qu'un État français, qu'un État, quel qu'il soit, se protège sur des choses comme ça. Alors, si vous voulez, comment dirais-je, vous arrivez à construire vis-à-vis d'un juge, par des exemples de jurisprudence qui sont à droite et à gauche, des éléments pris à des éléments connus, anciens et jugés, pour refabriquer quelque chose. Mais il y a un deuxième problème dans le dommage écologique, c'est qu'il y a un conseiller de la Cour de cassation qui a fait un article qui n'était pas idiot, qui consiste à dire « mais si on donne l'argent aux associations de défense de l'environnement, il en existe des bonnes et des mauvaises.
Hein, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, si j'ose dire, ils replantent les oiseaux, enfin, ils font du repeuplement. Nous sommes d'accord. Ils font de la renidification, etc. et tout ça, mais il y en a d'autres qui font des opérations spéculatives. Pourquoi donner de l'argent à cela? Alors, à mon avis, si vous voulez, le dommage écologique ne doit être donné qu'à la condition de l'affectation des sommes, ce qui n'est pas conforme au droit français, mais un engagement d'affectation avec des opérations de repeuplement. C'est pour ça que j'ai écrit des articles ces derniers temps en disant je ne veux plus de réparation en argent, j'en ai assez, ça me suffit, j'ai le dommage moral, l'atteinte à l'image de marque, etc. et tout ça. Je veux que maintenant on fasse de la compensation écologique. Vous avez un programme de repeuplement ou de nettoyage de l'estran, vous voulez faire telle chose, recultiver, faire telle chose, vous avez un programme, on vous le payera. Mais plus de dommages, si j'ose dire, abstraits. Parce qu'à ce moment-là, c'est du racket. Et moi, je ne veux pas ça. Ça, je ne veux pas de racket à partir du dommage écologique. Il y a des gens qui ont pensé à ça, hein. Bien entendu. Donc, c'est une question, je dis, il y a une question de précédent, de caractère direct et d'affectation des sommes. Je crois que les juges mettront des conditions comme ça par la suite. Pardon ? Ah ben je vous assure qu'on a l'usage, hein. Ne vous inquiétez pas, les 400 000 €, la ville de La Baule, elle sait s'en servir. Ben, ce n'est pas une pénalité, hein. Ce n'est pas une pénalité parce que les experts en dommages économiques, ils vous ont dit que c'était à peu près 4 milliards d'euros, à peu près, en finale, on en a touché 2 milliards au lieu de 4. Hein. Je veux dire que le vrai dommage économique, la perturbation des conditions de vie, etc., l'atteinte à l'image, vous avez un vrai problème. Quand vous avez une marée noire comme ça, à cause de la télévision, des médias et autre chose, les Allemands réservent, les Autrichiens, les Suisses probablement aussi sur les côtes, je ne sais pas. Et quand ils ne veulent plus revenir, ils sont installés ailleurs. Donc vous avez un vrai problème. Vous avez un problème de fragilité de la collectivité publique qui est obligée pendant un certain temps de surmonter ses équipements pour l'assainissement, pour la voirie, tout ce que vous voulez, etc., et qui perd sa clientèle là-dessus. C'est des pertes considérables. Alors, on ne peut pas monter tout à fait dans les détails là-dessus, mais je vous assure très franchement que les 220 millions de dommages et intérêts, il y a des dommages directs dedans, il n'y a pas que les dommages écologiques. Les dommages écologiques, c'est total pour tout le monde, c'est 30 millions d'euros. Quand je prends toutes les collectivités publiques, les départements, les régions, c'est 30 millions d'euros. Ce n'est pas énorme. Et ça nous permet de faire des opérations de repeuplement. Mais justement, vous avez dit, au fond, on peut évaluer le dommage. Oui. Et ça, c'est quand même une des grandes questions. Comment évaluer ce dommage Par la valeur d'usage. écologique pur? Ouais, cette valeur d'usage, au fond. On avait pensé à autre Qu'est-ce chose, qu'on mais dit dans l'affaire de la Moco Cadiz, on n'a pas été suivi pour des raisons de procédure aux États-Unis. On avait monté un système qui était à peu près la chose suivante. D'abord, première observation, quand vous voulez vous prévaloir d'un dommage, vous devez démontrer qu'il existe. La première chose qu'on avait fait, grâce aux professeurs de faculté des sciences de Brest, avec leurs étudiants, ils ont couvert toutes les côtes avant l'arrivée de la marée noire, ils sont allés très très vite, ils ont fait des points zéro. On savait à peu près, parce qu'on n'avait pas la littérature, on savait à peu près quelle était l'écologie de chaque plage et quelle était la faune adéquate. Et c'est une faune, pour aller très vite, pour les travaux du professeur Chassé, d'autres professeurs, etc. C'est une faune qui est dans une mer froide et qui est une faune riche et diverse. Qu'est-ce que fait comme effet la Moco Cadiz? De toute façon, du pétrole, c'est une roche, d'ailleurs, au passage. C'est pas les déchets de l'Erika, c'est pas la même chose, c'est produits chimiques, l'Erika. Le pétrole de la Moco Cadiz, il y a une partie qui s'est évaporée et il y a une partie qui s'est dissoute parce que ça vient du sol, c'est une roche. Bon. Mais seulement, ça a paralysé le développement. Et ça a tapissé le fond de la végétation, etc. Donc on avait calculé, parce qu'on nous embêtait toujours, on disait, oui, vous avez des homards. Mais oui, mais les homards, ça se développe, c'est une espèce prédatrice qui se mettent dans les carcasses, et dans les carcasses de la Moco Cadiz en particulier aussi, puis qui mangent c'est des nécrophages, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc cette espèce-là s'est développée. Alors, c'est très amusant pour l'économie du coin, parce que pendant un certain temps, les gens sont gobergés de homards, si j'ose dire. Seulement l'écologie, ça ne vous fait pas le pain de tous les jours. Hein, l'écologie, c'était de rétablir le milieu. On avait demandé à une société australienne, on l'a fait, on a payé une fortune là-dessus, mais on n'a pas été suivi, un peu de la faute de nos avocats américains, mais enfin ça c'est autre chose. Et on n'a pas été suivi là-dessus parce qu'on avait un programme de repeuplement baie par baie, plage par plage. On avait fait un truc fabuleux.
Et ça, si vous voulez, c'est de la reconstitution à l'identique. Vous avez le droit à la reconstitution à l'identique. Et moi, je pense plutôt que ça se fait de façon technique et scientifique, et ça ne se fait pas forcément par de l'argent. Ça, le vrai sujet, c'est celui-là. Mais il fallait bien commencer par de l'argent. Oui. Mais il faut que tout le monde en profite, n'est-ce pas? Merci. Oui, à propos des peines monétaires dont vous appelez le remplacement par la compensation écologique, est-ce qu'elles n'ont pas au moins un effet incitatif? À savoir, Total, à force de devoir payer des dizaines de millions sur différentes affaires, l'Erika, Deepwater Horizon ou je ne sais quoi d'autre, vont pas être un petit peu plus attentifs à la qualité de leur matériel, à leurs actions, etc. Oui. Et puis deuxième question, certains dommages écologiques ne sont juste pas compensables, pas remplaçables. Il y a des milieux qui sont uniques et qu'on ne va pas pouvoir remplacer même avec des moyens techniques élaborés. Alors, vos deux observations sont parfaitement pertinentes, évidemment. Alors, pour l'histoire de Total et autres Amoco, ce qui a le plus embêté à Amoco, c'était l'atteinte à son image de marque. Standard Oil a été obligé de se réorganiser. Ça leur a coûté une fortune, beaucoup plus que de dommages et intérêts qu'ils nous ont payés. Parce qu'il y a eu des sanctions dans des entreprises de ce genre-là, qui sont des entreprises où il y a 80 000 personnes à peu près. On va chercher les responsabilités, on dégage des directeurs, on refait de nouvelles organisations. Bon, c'est cet aspect-là des choses. Mais, comment dirais-je, ils sont certainement beaucoup plus prudents. Mais ce qui les gêne beaucoup, c'est pas l'argent qu'ils payent. Ils s'en foutent complètement. Ils en ont plein. C'est pas le sujet. Bon, dans l'Exxon Valdez, c'est des milliards de dollars que Exxon a payé, hein, faut le savoir. Ils ont même payé des dommages punitifs aussi que la Cour suprême a ramené à 400 millions de dollars. Mais ils s'en fichent. C'est vraiment leur image de marque. Je crois que c'est surtout ça, c'est leur réputation. Et ce qui s'est passé, qui est très intéressant, c'est que nous avons eu, après l'affaire de l'Erika, 1999, le grand accident de Toulouse, l'affaire AZF, dans lequel j'étais, puisque j'étais l'avocat de la société des poudres explosives qui était juste à côté, qui a failli exploser d'ailleurs au passage, mais on était victimes. Mais Total, le président de Total, la première chose qu'il a faite, il est venu sur place, il n'a pas fait la même erreur que les Bretons, ils n'ont jamais digéré, ils ont été peindre son château en noir aussi au passage, parce qu'ils s'en foutaient. Mais là, il est arrivé sur place avec de l'argent, il a réparé, et je peux vous dire ce qu'a fait Total dans l'affaire de Toulouse, c'est exemplaire. Remplacer les dépôts de bus, remplacer les stades, remplacer... Ils ont payé tout ce qu'il fallait. Ils ont quand même fini par être condamnés. Mais pas le président n'a pas été condamné. La maison mère n'a pas été condamnée. C'est uniquement Société Grande Paroisse. Alors ça a des effets, si vous voulez, sur la réputation et la gestion. Et ces grandes sociétés qui ont beaucoup d'argent, c'est totalement le symbole. Qu'est-ce que c'est 400 000 euros pour la société Total? C'est même pas un clin d'œil, enfin, je sais rien. Mais par contre, qu'on dise que... Et les Bretons, les maires bretons me disaient, tous nos administrés ne vont jamais faire le plein chez Total. Ça, ils le disaient partout. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Vous savez que juridiquement, vous n'avez pas le droit de boycotter, enfin, au passage. Vous n'avez pas le droit de dire, puisque Total a pollué mes côtes, j'irai plus chez lui. Vous avez le droit de dire de bouche à oreille, mais vous n'avez pas le droit de le dire officiellement. Et alors, il y a des dommages non réparables. Et ça, c'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique. C'est pour ça que le droit de l'environnement doit basculer vers la prévention. Et on doit se servir de ces instruments-là pour faire autre chose. Bonsoir. Yes. Tout d'abord, merci pour la conférence que vous avez faite. Il y a la vacherie qui arrive. Et je profite aussi du temps de parole qui m'est donné pour remercier tant les professeurs que les assistants de la faculté de droit et des facultés de géosciences pour la mise en place, qui est en tout point parfaite. J'aurais 3 questions. J'essaierai d'être bref. La première question que j'ai à vous poser, c'est celle de la perspective que vous avez adoptée, puisque le qualificatif de grand procès, vous l'avez accompagné de 3 procès qui sont Amoco Cadiz, Erika et Pollution du Rhin. Oui, il y en a d'autres. Oui. Justement, la première question que j'ai est celle de savoir pourquoi vous avez limité ce qualificatif à ces 3 grands procès et ne pas avoir étendu, par exemple, à l'excellente décision de la Cour internationale de justice sur l'Uruguay contre l'Argentine. Je suis uruguayen, je dis toujours que l'Uruguay a toujours raison. Oui, on peut discuter. Non, c'est une boutade, mais pourquoi vous n'avez pas étendu aux décisions de la Cour internationale de justice, aux tribunaux arbitraux, aux tribunaux Parce que c'est des procès entre États.
C'est les procès entre États. Moi, c'est les grands procès, c'est ce que je vous ai dit, c'est les procès de la société civile, n'est-ce pas, qui s'organisent contre les États ou en l'absence des États. C'est-à-dire, vous avez juridiction sur l'Uruguay, Argentine, l'affaire du gars Psycho de Ovo, puis vous connaissez bien ces affaires-là, c'est des États qui plaident les uns contre les autres. Et ça, c'est dans une organisation qui est faite, qui est déjà faite. Les résultats sont... Il y a des choses intéressantes. L'affaire du chemin de fer du Rhin, c'est intéressant. Puis d'autre part aussi, je ne vais pas vous parler des procès que je n'ai pas vécus. C'était aussi ça, parce que c'est beaucoup plus intéressant que je vous raconte les procès qui j'ai vécus de l'intérieur, où vous avez des choses qui ressortent pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que concrètement un procès, l'obligation de l'avocat, le rapport avec un juge, etc., l'organisation, sa déontologie, son éthique. C'est un peu ce message-là que je veux faire passer, et plutôt que de vous parler de cas de jurisprudence. Mais pour moi, les grands procès, c'est les grands procès. Vous avez raison, la prochaine fois, je ferai des grands procès organisés par la société civile. Voilà. Ça, voilà, comme ça. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. La deuxième, maintenant. Alors, la deuxième question, c'est... Je n'ai pas très bien compris votre position concernant la Cour internationale. Si j'ai bien compris, vous dites qu'il en faut une, mais que c'est impossible à l'heure actuelle, c'est ça? C'est pas ça. C'est dire qu'elle n'a juridiction que par accord des États. C'est tout. Mon vrai problème, c'est le pire de tous, si j'ose dire. Je les aime bien d'une certaine façon, c'est les États-Unis. Ils ne signent aucune convention internationale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, c'est un des acteurs économiques les plus importants de la planète. Il ne reconnaît pas la juridiction, on fait quoi? C'est mon vrai problème, c'est ça. Vous voyez, c'est tout. C'est pas... Ils ont même créé en 92, à la Cour de La Haye, ils ont créé une chambre spécialisée en matière d'environnement. Ils ont rendu des décisions très intéressantes sur différents sujets que vous connaissez, qui va être regardé. Mais quand on regarde la manière dont sont faits les arrêts, ce qui est une autre question, c'est très... Il y a plein de circonvolutions, etc. Et souvent, ces décisions de justice sont des formes d'arbitrage, en fait, en réalité. Une juridiction internationale comme la Cour européenne des droits de l'homme rend des décisions qui font plusieurs kilomètres, qui sont assez compliquées, d'interprétation de l'article, de ceci, etc. Les précédents qui sont rajoutés, ça n'a pas la franchise d'une juridiction nationale. C'est blanc ou noir, dégagé, c'est irrecevable, vous n'êtes pas fondé, on vous répare, etc. C'est de justice concrète et directe. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre deuxième question? Ma troisième question, là, effectivement, qui était de savoir quelle était l'efficacité et l'effectivité d'une Cour internationale si les États ne ratifient pas les conventions internationales. Donc ça, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro, malheureusement. Malheureusement. On peut faire de l'arbitrage ou des choses de ce genre-là, mais ça n'amène pas grand-chose. C'est zéro, malheureusement. Mais on peut faire des procès régionaux, on peut faire des procès locaux. Je pense que les extensions de compétences de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui va se discuter à Venise au mois de juin, là, ici, ou le congrès auquel je vais participer, sont peut-être des choses intéressantes. Mais c'est dans des institutions déjà installées. Moi, je ne suis pas contre de convoquer les anges, le diable, le bon Dieu, tout ça. Il faut faire un truc. Mais qu'est-ce que vous en sortez? C'est ça. C'est uniquement ça. Mon devoir de philosophe, ça veut dire, d'une certaine façon, je suis pour ce genre de choses-là. Mon cœur est avec, mais moi, je suis juriste. Hein. J'ai une responsabilité. Il dit, Maître Hulot, faites-moi un procès sur l'amiante devant une juridiction internationale. Ben, attendez, je vais prendre de l'argent pour ça? Allons. C'est pas sérieux. Je veux dire, je peux pas. Juridiquement, je suis dans un cadre et je suis obligé d'obéir à ce cadre. Et je casse le cadre quand je suis dedans. Et si je suis pas dedans, je suis foutu. C'est un peu vulgaire, un peu direct, mais c'est le point de vue du juriste. Hein. Le juriste, c'est un réaliste. Hein. C'est la guerre. Vous devez gagner la guerre, vous ne gagnez pas, tant pis. Faites pas. C'est les limites du droit, quoi. Je comprends tout à fait, puisque... Alors, vous avez une question à prime, parce que maintenant, non, vous avez eu 3. Vous que... avez le droit, j'aime bien. Non, j'essaie de comprendre, puisque vous dites de manière très réaliste qu'il est impossible d'avoir à l'heure actuelle une Cour internationale de justice. Il y a des embryons. Il y a des embryons, il y a des éléments. Il y a des juridictions autour du tribunal de l'Organisation mondiale du commerce international pour la mer. Il y a des sur l'OM, ensuite l'OMCI a des panels, etc. Il y a des décisions sur l'amiante, il y a des décisions sur des choses comme ça, mais c'est des panels, c'est des sortes d'arbitrage, c'est des procès un peu administratifs, l'affaire du thon rouge, nageoire bleue, etc., toutes ces affaires-là. C'est les rapports entre le commerce et la protection de l'environnement. Est-ce qu'une protection de l'environnement n'est pas du commerce déguisé, etc. C'est une partie du problème. Mais moi, vraiment, ce qui me préoccupe, maintenant qu'on a fait jurisprudence sur les responsabilités et qu'on sait qu'on peut toucher en haut,
et qu'on peut toucher horizontal aussi. Maintenant, c'est de tirer les enseignements de ça pour faire du préventif. C'est ça le sujet. Pour moi, le vrai sujet, c'est celui-là. Mais étant donné alors que le juge national, que ce soit dans Amoko Cadiz ou dans l'ERICA ou dans d'autres procès nationaux que vous avez évoqués, arrive à faire développer le droit de l'environnement, est-ce qu'il faut au final avoir une cour internationale? Absolument. Ça peut se rajouter, c'est-à-dire que je préférerais des mécanismes de prise de décision plutôt qu'une cour de responsabilité. Mécanismes de concertation, des choses de ce genre-là, qui ont fortement échoué sur la couche d'ozone. L'affaire de Kyoto n'est pas quand même une bonne affaire. C'est assez dramatique, enfin, c'est épouvantable. Hein, l'Europe fait quand même un exemple. On essaie de tenir nos 20%, je pense. On est à 8 ou 12 actuellement, quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est quand même assez exemplaire, c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui m'intéresse, c'est ces efforts qui sont faits là. Il y a une disposition qui a été adoptée en France qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, qui oblige les entreprises à expliquer leur politique de l'environnement, leur prévention et tout ça. Tout ça est rendu public. Et c'est une façon de coopérer entre la population et les entreprises pour des objectifs communs. C'est des petits morceaux de rien du tout. Je ne veux pas que le droit de l'environnement soit dilué dans le droit du développement durable. Ce n'est pas la même chose. Hein. Pour moi, ce n'est pas pareil. Le droit du développement durable, c'est un peu un oxymore, d'une certaine façon. Et ce n'est pas mauvais que ça existe, parce qu'il y a des disparités au point de vue international et qu'après tout, toutes les méthodes sont bonnes pour faire évaluer les choses. Mais vous vous rendez compte qu'on revient de très très loin. L'air reste nullus. Quand on était à Chicago, d'ailleurs, le doyen Vedel était pris à partie par l'avocat. Je vous raconte ça parce que c'est tellement rigolo. C'est un homme qui avait beaucoup d'esprit. Et l'avocat, qui s'appelait Cicero, un nom inoubliable, lui dit « Monsieur le doyen, est-ce que, je vous fais un peu l'accent, est-ce que c'est raisonnable de demander réparation pour res nullius ?» Alors il s'est fâché et il a dit « Monsieur le Président, parce qu'on n'a pas le droit de répondre par un apologue, on doit répondre en direct en cross-examination. Je demande la permission de répondre par un apologue. Accordé, dit le président, parce qu'il ne refusait rien à un membre de la Cour suprême de France, n'est-ce pas? Parce qu'on n'était quand même pas idiots, on avait envoyé les meilleurs. Et là, il dit, supposons que par un des miracles de la science, une machine pompe pas l'air de cette salle. Est-ce que nos familles n'auraient pas droit à réparation? Il y a une façon intelligente de tourner la difficulté. On ne l'a pas eu pour d'autres raisons, mais on revient de loin. On revient de très loin. La montée d'Isson, mais moi, la mer est vache, je fais ce que je veux, il n'y a rien, il n'y a pas de juridiction, allez vous faire voir. Non, ça, c'est le vrai sujet, c'est la décision la plus intéressante, c'est cette 30 novembre 1976 que je vous ai cité tout à l'heure, affaire Beerwater et autres, pour les horticulteurs hollandais qui étaient victimes de la pollution du Rhin et qui voyaient que leurs végétaux étaient en retard de croissance. Ils l'avaient démontré et la Cour dit on peut faire le procès où on veut, c'est très important. Ça, c'est un grand acquis. Une fois que vous avez juridiction, faites ce que vous voulez. Ce que vous pouvez aussi. S'il faut des moyens, il faut des expertises. Ce qui n'est pas facile. Voilà. Est-ce que j'ai répondu aux 3 questions? Et aux suppléments aussi, mais à votre disposition, hein, pas de problème. Donc une dernière question. Je te passe le micro. Je suis ravi de cet auditoire, c'est passionnant. Oui. Alors, on sent bien la tension qu'il y a chez vous entre le juriste, d'une part, qui peut être amené à croire dans le credo juridiste que ce sont des arguments juridiques qui font qu'on l'emporte ou pas dans un procès, et d'un autre côté, le militant, enfin le défenseur d'une cause, qui sait aussi que les procès sont des rapports de force qui sont grandement liés à la présence ou l'absence de mobilisation multisectorielle. Ouais. Par exemple, vous le dites, un dommage écologique, c'est grandement lié à des relations entre des scientifiques, des entrepreneurs, enfin, des industriels, ouais. Mais aussi et sans doute des journalistes, des associations de riverains, des ONG, etc. On pourrait continuer. Hein. Mais alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, par exemple, dans le dernier ouvrage de Doug McAdam, qui est un spécialiste aux États-Unis de l'action collective, un politiste, un sociologue, il s'est intéressé à une vingtaine de cas dans différents États des États-Unis, des cas d'installation d'usines ou de centrales nucléaires, etc., pour constater à sa grande surprise qu'en fait, il y avait très peu de cas où il y avait effectivement des mobilisations de contestation de ces installations. Oui, alors vrai. Pour lui c'était dur en tant que spécialiste de l'action collective de constater que c'était des cas très minoritaires, et donc c'est ça la question que je vous pose, c'est-à-dire que
Qu'est-ce qu'on fait alors, sans mobilisation? Dans ce que vous avez mentionné, Ouais. ce sont des cas où, parce que bon, vous exagériez un petit peu en disant ouah, tous les Bretons étaient derrière nous. Alors il y a eu des mobilisations massives, certes, mais c'était pas tout. Il n'y a jamais eu de, par exemple pour les RICA, il n'y a pas eu de manifestation énorme océanique, même en Bretagne, quoi. Non mais Elle était. non, mais il y a eu des mobilisations. Ah, non, mais mais- ce que je veux dire, et en plus, Ah, ça, j'ai c'est les expliqué. cas où ça mobilise le Je plus. comprends. Donc, dans la C'était plupart un- des cas, il n'y a pas de mobilisation, ou très, Oui, très non, peu. mais vous avez raison. Vous avez raison, ça coupe l'herbe sous le pied. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Ah, pour vous répondre quand même, pour la Bretagne, sur la Mococadie, ils ont été déversés plusieurs poubelles sur l'Élysée du temps de Giscard d'Estaing, etc. Ils ont loué un train, ils ont occupé la place de la Concorde, ils ont castagné avec les CRS, ils ont essayé d'aller à l'Élysée. Giscard est venu en Bretagne, son hélicoptère était accroché avec des petites pattes, des petits cochons. Enfin, les retombées politiques dans cette affaire-là n'étaient pas... Pourquoi dans les RICA ça n'a pas bougé? Parce que toutes les institutions étaient complètement vent debout. Nous, on était au début, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin c'est la conjoncture, on était au début l'avocat des régions. Bretagne, Loire et puis Vendée. Mais comme c'est passé aux socialistes, on les a perdus. Mais c'est nous qui avons monté le procès avec eux. On est allé voir les exécutifs en disant on a l'expérience, vous ne laissez pas passer ça, vous ne vous contentez pas du FIPOL, il faut changer la jurisprudence du FIPOL sur la dommage écologique, c'est une démission très, très étroite. Vous ne laissez pas faire, on fait une instruction. Et donc ils sont mobilisés automatiquement. Là, ça avait pénétré les institutions. Mais on peut très bien penser que c'est tout en liaison avec la démocratie. Moi, ce qui est terrible, on a un ami avec mon épouse qui est un des médecins qui a suivi les affaires de Tchernobyl. Le type, il était en prison, hein, parce qu'il a dénoncé les cancers des autres choses. Si vous êtes dans une société démocratique dans laquelle il y a la presse, la possibilité, il faut voir ça. C'est fragile, le droit aussi, hein, les institutions, c'est assez fragile. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mort. Alors moi, je considère, si vous voulez, que mon travail devrait être achevé quand enfin, il ne sera jamais achevé, ça se continuera toujours parce qu'on aura toujours des ennuis, mais c'est la mesure où les institutions intégreraient le développement durable, le long terme, des choses de ce genre-là, dans des parlements spécialisés qui réfléchissent là-dessus. Donc si c'est institutionnalisé, ça ira, on est d'accord sur ce genre de choses, Dominique, à peu de choses près. C'est une fois que ça aura pénétré le mécanisme de création du droit. Alors, en France, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas géniale, c'est pas inintéressant, et ça n'aboutit qu'à faire déclarer la loi non conforme à la Constitution. Je préfère qu'on me reconnaisse des droits constitutionnels à l'environnement, ça m'intéresserait beaucoup plus. Comme fait la Cour européenne, sans précédent. Ils ont été géniaux. Ils ont inventé le droit contre la pollution par extension de l'atteinte à la vie privée. C'est-à-dire la pollution, c'est une atteinte à ma vie privée, donc par conséquent, ils ont fait des choses fabuleuses. Très très intéressante sur les grandes pollutions, l'affaire du Danube, j'en ai pas parlé, l'affaire des boues rouges du Danube, l'affaire de l'écroulement du Crassier dans un parc naturel en Espagne, etc. Ils ont fait des jurisprudences très très intéressantes et qui sont en complément des juridictions locales, parce que le but de l'opération, pour faire réussir une juridiction internationale, il faut faire, pour que ça marche, il faut faire comme le fait la Cour pénale internationale du traité de Rome, c'est-à-dire elle se déclare compétente à défaut qu'un État n'accepte pas sa compétence sur le même sujet. C'était ça. Il faut faire le lien entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est intelligent. Mais vous avez raison, aux États-Unis, c'est un problème. Les grandes associations, Sierra Club, etc., ils ne sont même pas venus nous voir au moment du procès à Mococadie. On était tout seuls contre les autres là-bas. Et, bah oui. Mais on voit très bien que dans certains États, il y a eu quand même des mobilisations sur l'affaire du Massachusetts, c'est intéressant. Et ça se prépare aussi, les mobilisations. Je ne devrais pas dire ça. Non. Ah. Merci de votre patience et de votre accueil, en tout cas. Si un jour il y a un nouveau code de l'environnement, je reviendrai.